Merci. Je voudrais remercier les organisateurs pour cette invitation. C'est un plaisir d'être ici au CIRM. Donc voilà, je vais vous parler de calcul tensoriel formel sur les variétés. Alors je vais parler en français, les transparents sont en anglais. J'ai compris que le français était la tradition ici. Donc voilà le plan du cours. Donc aujourd'hui, on va faire tout d'abord introduire le sujet, la problématique. Puis je décrirai une implémentation concrète du calcul tensoriel sur les variétés. Et on verra aujourd'hui essentiellement ces deux premiers points, l'implémentation sur des variétés elles-mêmes, et puis quelque chose qui est important pour le calcul, c'est les champs scalaires sur les variétés. Et je pense que demain, on fera vraiment les champs vectoriels et les champs tensoriels. Donc commençons donc par l'introduction. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que le calcul tensoriel? Peut-être définir avant de parler du calcul tensoriel formel. Ce que j'entends ici par calcul tensoriel, il y a peut-être, on peut peut-être comprendre autre chose. En fait, ici, c'est vraiment le calcul au sens l'arithmétique des champs tensoriels sur une variété. Toutes les opérations tensorielles classiques, le produit tensoriel, les contractions. Toutes les opérations de symétrie, savoir qu'un tenseur a des symétries, symétriser un tenseur, l'antisymétriser, jouer comme ça sur les propriétés des tenseurs. Et puis après des opérations calculatoires, comme prendre par exemple la dérivée de Lie d'un champ tensoriel le long d'un champ de vecteurs. Si on se donne aussi plusieurs variétés, qu'on a des fonctions entre différenciables entre les variétés. Alors il y a les notions de pullback et de push-forward qui apparaissent aussi, qu'on doit pouvoir calculer. Et puis il y a aussi, ça englobe en général tout ce qui est calcul extérieur sur les formes différentielles, à prendre une dérivée extérieure, le produit extérieur, etc. Voilà, le calcul de Cartan, comme on dit. Donc il y a ça, mais aussi si la variété a une métrique, c'est-à-dire que si on a une variété pseudo-riemannienne, il y a des opérations supplémentaires qu'on aime bien faire souvent, qui sont liées à la métrique, comme par exemple les opérations de lever et baisser les indices, qu'on appelle les isomorphismes musicaux. Évidemment, si on a une métrique, on a la connexion de Levi-Civita associée, donc on peut prendre des dérivés covariants, des champs tensoriels, des choses comme ça. Et une opération qui est en général fastidieuse à faire à la main, c'est calculer typiquement le tenseur de Riemann d'une métrique donnée, tenseur de courbure. Donc ça, c'est quelque chose qu'on aime bien aussi faire formellement. Si on a une métrique, on a aussi induite la dualité de Hodge pour les formes différentielles ou les multivecteurs. Donc voilà, c'est un peu le cadre ici de ce que j'entends par calcul tensoriel. C'est pas grave si on ne comprend pas la moitié de ce que c'est là. Non, c'est pour dire un peu ce que ça fait. Je vais introduire toutes les choses ici, hein. Enfin les choses dont on a besoin dans le cours seront introduites là. C'est juste le panorama du type de calcul qu'on peut vouloir faire de manière plus ou moins formelle sur une variété. Hein. Mais je vais introduire les choses. Voilà, ça c'était pour fixer le cadre. Mais avant d'introduire les choses elles-mêmes, je vais dire quelques mots d'histoire, pour commencer par des aspects plutôt historiques. Le calcul tensoriel formel, le calcul sur les tenseurs, en fait, est presque aussi vieux, je pense, que le calcul formel lui-même. Le calcul formel au sens calcul formel sur des ordinateurs avec des machines. Bon, là, je rappelais juste Maxima, ça date des années 60, par exemple, comme un exemple de système de calcul formel. Et dès 65, par exemple, il y a quelqu'un qui a développé un programme pour calculer justement un tenseur de Riemann. Je montrerai un exemple à la fin du cours de calcul de tenseur de Riemann. Parce que, encore une fois, comme je disais, c'est quelque chose en général fastidieux à faire à la main, surtout quand on est en grande dimension. Enfin, quand je dis grande dimension, c'est plus grand que 2. Ensuite, toujours dans les années 60, il y a, au Royaume-Uni, il y a un relativiste qui s'appelle Ray D'Inverno, qui a écrit un code qui s'appelle ALAM pour Atlas Lisp Algebraic Manipulator. Et il fallait expliquer qu'en fait, je ne me rappelle plus pour quelle raison, mais c'est pas du tout écrit en Lisp. Il y a Lisp dans le nom, mais bon, je ne sais plus. J'ai oublié la raison pour laquelle c'était pas du Lisp. C'est un autre langage sans doute. Et il a calculé avec ça, justement, encore une fois, le tenseur de Riemann d'une certaine métrique, qui était la métrique de Bondy, qui est bien connue en relativité générale.
Et en fait, le calcul à la main, le papier de Bandy doit être daté des années 1962-63, je crois. Ça leur a pris 6 mois. Alors, ils ne faisaient peut-être pas ça tous les jours non plus, mais disons, ça a pris 6 mois de calcul avec Bandy et ses collaborateurs. Et là, sur la machine, ça a pris seulement 4 minutes. Et en fait, ils ont découvert 6 erreurs dans les calculs faits à la main. Donc ça montre aussi l'intérêt, évidemment, du calcul formel sur les tenseurs. Et alors, je ne vais pas faire, c'est pas un cours sur l'histoire du calcul tensoriel. Il y a eu beaucoup de programmes de développés dans les années 70, 80, jusqu'à nos jours. Et là, je vous ai mis un lien sur une page d'un collègue espagnol, José María Martín García, qui maintient plus ou moins à jour la liste de tous les packages, toutes les choses comme ça. Alors, je vais quand même dire quelques mots de différents packages. Enfin, je vais présenter. C'est pas du tout une liste. Encore une fois, la liste plus ou moins exhaustive, elle est sur ce lien. Là, c'est juste pour dire un peu ce qui existe sur les principaux, disons, on va dire, sur le marché. Alors, on peut les classer en 2 catégories. Ceux qui fonctionnent sur un système de calcul formel généraliste, comme Maple, Mathematica ou SageMath. Dans la catégorie de ceux qui fonctionnent sur Mathematica, il y a Xact, qui est justement développé par José María Martín García, qui est la personne qui maintient cette liste ici. Donc ça, c'est le package lui-même est libre. Bien sûr, il faut avoir Mathematica pour le faire fonctionner. Il y a également, ça c'est développé par un mathématicien américain Lee, qui a écrit notamment des livres bien connus sur les variétés différentielles, ça s'appelle Ricci. Il y a un vieux package, je ne sais plus si c'est encore vraiment maintenu, MathTensor pour Mathematica. Et pour Maple aussi, il existe des choses comme le GR-Tensor, qui en est à sa 3e version. Qui date de l'année dernière en fait seulement, et puis des choses comme Differential Geometry. Bon, il y a des choses qui sont à la fois aussi pour Maple et pour Mathematica, c'est un produit commercial, Atlas, et bon, ça je vais en parler plus en détail dans la suite. Il existe aussi maintenant quelque chose pour Sage. Il y a également c'était le cas notamment des premiers programmes, c'est ceux dont j'ai parlé, la Geom, Alam, c'était des programmes entièrement dévolus au calcul tensoriel, c'était pas du tout généraliste, ça ne pouvait faire que des calculs de tenseurs, donc ce qu'on peut appeler des applications standalone. Donc il y a toute la succession du programme Alam d'Inverno que je mentionnais, qui s'appelle Sheep, etc. C'est surtout dans les années 80 que ça a été développé. Plus récemment, il y a quelque chose qui est beaucoup utilisé en théorie des champs, qui s'appelle Cadabra, qui a la particularité d'avoir une interface complètement en LaTeX. C'est-à-dire que non seulement les sorties sont en LaTeX, comme par exemple dans SageMath, mais aussi les entrées. Toutes les entrées, vous tapez plein de backslash parce que vous rentrez tout que du LaTeX. Ça, c'est assez rigolo. Un autre programme aussi récent, un exemple, Raspberry. Alors ça, c'est une classification comme ça, mais on peut faire aussi une autre classification suivant ce que font les choses, ce que font les programmes. En effet, on peut distinguer 2 types de calcul tensoriel. Il y a ce qu'on appelle calcul tensoriel abstrait, calcul tensoriel explicite ou sur les composantes. Abstrait, ça veut dire c'est essentiellement des manipulations d'indices, c'est-à-dire qu'on ne spécifie pas la variété, ni même sa dimension, c'est une variable elle-même, petit n par exemple, là c'est pas concret, c'est pas n égale 2 ou 4, etc. Et on ne spécifie pas non plus la variété, ou très peu. Et on fait des choses comme des contractions, on utilise des symétries, par exemple, on simplifie des formules, par exemple, qui ont des contractions, étant donné la connaissance des symétries sur les tenseurs, par exemple, telle formule se simplifie, des choses comme ça. Donc là, il y en a beaucoup parmi ceux que j'ai cités précédemment, ceux-là sont dans cette catégorie-là. Et il y a une deuxième catégorie qui sont donc les calculs plus explicites, où là, c'est justement pour éviter des calculs fastidieux à la main. Et le projet que je vais présenter s'inscrit dans cette catégorie-là. Mais on va voir concrètement ce que ça veut dire. Voilà. Alors, justement, ce que je vais présenter ici, dans ce cours, aujourd'hui et demain, donc c'est un système, une méthode, disons, de calcul tensoriel qui a les spécificités suivantes. L'idée, c'est que ça soit déployé sur une variété précise. Donc la dimension est fixée, c'est pas une variable, la dimension est fixée. Non seulement la dimension est fixée, mais la variété elle-même est fixée. C'est-à-dire qu'il faut se donner un atlas, décrite par un atlas, décrite par des cartes. Et il faut se donner également les fonctions de transition entre les cartes pour fixer complètement, de manière non ambiguë, la variété. On va voir des exemples concrets, évidemment. Donc ça, c'est le premier point.
Le deuxième point, c'est que contrairement à beaucoup de programmes qui existent sur le marché, là, on ne se limite pas à un seul système de coordonnées ou un seul champ de repères. Ça peut calculer dans plusieurs cartes, parce que justement, en général, il faut plusieurs cartes pour décrire complètement la variété. Souvent, les programmes, par exemple, sous Mathematica, il faut se fixer les coordonnées, on dit voilà, tac, et puis ça calcule dedans. Là l'idée, c'est de ne pas être limité par ça. De ne pas être limité non plus sur la nature de la variété, c'est-à-dire que ça peut tourner sur des variétés qui ne sont pas parallélisables, c'est-à-dire sur lesquelles il n'existe pas un champ de repère global dans lequel vous pourriez exprimer les composantes de vos tenseurs. Je décrirai ça plus en détail par la suite, ce que c'est qu'une variété parallélisable ou non parallélisable. Et aussi l'idée de ce projet, c'est d'avoir quelque chose qui soit indépendant du moteur de calcul formel, du calcul symbolique. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire qu'à un moment donné, finalement, vous allez voir, on va se ramener à du calcul sur des ouverts parallélisables sur la variété. Et là-dedans, par exemple, faire l'addition de tenseurs, ça va vouloir dire faire l'addition des composantes de ce tenseur. Et in fine, cette addition de composantes, ces composantes vont être représentées par des expressions symboliques en fonction d'une carte. Donc on va choisir des cartes, je vais détailler tout ce mécanisme-là. Et donc, pour faire cette addition symbolique, et bien là, il faut se reposer sur un moteur de calcul symbolique. Alors, je vous montrerai deux exemples dans ce cours. Pinac, qui est le moteur symbolique par défaut de Sage, et SymPy, aussi, qui est quelque chose de bien développé en Python. Mais il peut y en avoir d'autres, ça c'est en cours de développement, j'en parlerai. Voilà, donc c'est un peu les caractéristiques de la méthode que je vais présenter aujourd'hui. Alors, je vais me présenter cette méthode avec des détails d'implémentation, par moment, très peu, j'essaierai de vous montrer des bouts de code quand même pour voir vraiment comment sont implémentées les choses. Tout ça, ça a été effectué par un projet qu'on a appelé Sage Manifold. C'est complètement intégré dans Sage aujourd'hui. Au départ, c'était plutôt un paquet, mais maintenant, c'est complètement intégré dans Sage. Et c'est développé par toute une série de personnes. Je peux peut-être montrer la liste ici si les connexions fonctionnent. Voilà, donc ça c'est comme Sage, c'est un projet collaboratif. Voilà la liste des personnes qui ont contribué à des degrés divers à ce projet. Ça peut être, alors contribuer, ça peut être soit écrire du code, mais ça peut être aussi faire de la revue de code. C'est très important évidemment pour que le code soit validé par un regard extérieur et puis aussi soit intégré dans Sage. Donc il y a beaucoup ou pas beaucoup. Il y a des gens qui ont fait des petits projets, juste intégrés des tenseurs spécifiques, le tenseur de coton par exemple, etc. Voilà. Donc il y a un peu de tout dans les contributeurs à ce projet. Donc je reviens maintenant à exposer les mêmes. Voilà. Donc on va maintenant, après cette introduction, donc pour présenter un peu le cours, on va rentrer dans le vif du sujet et évidemment on va commencer par définir les objets sur lesquels on veut travailler, avant même de voir leur implémentation formelle. Donc là, je vous rappelle simplement la définition des variétés, en commençant au niveau topologique, puis on ira au niveau différentiel. Pour le calcul tensoriel, c'est le niveau variété différentielle qui est relevant. Donc, tout d'abord, une variété topologique, c'est un espace topologique séparé, donc sur un corps K. Alors, le corps K, dans la pratique, ça va être soit R, soit C, souvent R d'ailleurs pour nos applications, mais a priori, tel que c'est implémenté dans SageMath, ça peut être n'importe quel corps topologique. Donc, on suppose qu'on a un espace topologique séparé, qu'il a une base dénombrable. C'est-à-dire qu'il existe une famille dénombrable d'ouverts, telle que dès qu'on prend un ouvert sur la variété, on peut le recouvrir par une union de membres de cette famille. Et le point important, qui est vraiment la nature même de variété, on va dire, c'est qu'au voisinage de chaque point, on peut trouver un ouvert qui soit homéomorphe à un ouvert de Rn, où n, enfin Rn ou Kn dans le cas général, où n va être donc la dimension de la variété. Et ce n est constant sur toute la variété, c'est ça aussi qui est important, évidemment. C'est le même n pour tous les points de la variété. Voilà, donc ça, je rappelais juste comme ça pour qu'on ait la définition d'une variété topologique. Et là, ce que je vais vous montrer, donc concrètement, c'est l'implémentation, comment
un peu, on peut réfléchir à ça. Comment est-ce qu'on peut implémenter ce genre de concept dans un logiciel de calcul formel comme Sage, par exemple. J'ai pris Sage, enfin, concrètement, le projet est d'implémenter dans Sage. Donc pour ça, j'ai préparé une feuille de calcul. Alors cette feuille de calcul, vous l'avez ici, il y a différents liens, c'est la même feuille en fait. Vous l'avez ici, vous pouvez la voir de manière passive sur ce qu'on appelle le Jupyter NBViewer, qui est l'outil pour voir afficher des feuilles de calcul de type Jupyter. Mais là, c'est une feuille avec laquelle vous ne pouvez pas interagir, juste vous pouvez la regarder. Il y a une deuxième façon d'accéder à ces feuilles de calcul, c'est d'utiliser le serveur CoCalc, qui s'appelait autrefois SageMathCloud, dont vous avez peut-être entendu parler. CoCalc, c'est un serveur de calcul à distance, enfin de type cloud, donc, sur lequel on peut ouvrir un compte gratuit ou un compte payant pour avoir pour avoir du calcul sur des machines plus dédiées. Et à ce moment-là, vous pouvez faire tourner cette feuille. Il faut d'abord ouvrir un compte gratuit. Et puis, vous pouvez faire vous-même tourner cette feuille, ou vous pouvez la télécharger, évidemment, et la faire tourner sur votre ordinateur. Juste la commande à lancer, c'est Sage-N, N comme notebook, Jupyter, pour ouvrir Sage dans le mode notebook Jupyter. Voilà. Donc ça, c'est les différentes façons. Évidemment, si vous ne voulez pas recopier ces liens, j'ai mis ici sur cette page-là les liens vers ces feuilles de calcul, parce que les liens ici sont évidemment impossibles à recopier à la main, donc c'est cette page-là en fait, si vous voulez exécuter vous-même le truc. Donc on va commencer par ça. Donc hop, on va ouvrir Sage. Donc là, je le fais en local sur ma machine. Je vais mettre peut-être en plein écran. Non, ça c'est pas en local, ça c'est justement sur le SageMathCloud, sur le CoCalc. En local, je l'ai ici. Donc Jupyter, quand on lance cette commande-là, Sage-N Jupyter, ça ouvre en fait une fenêtre dans votre navigateur par défaut. Hein. Donc c'est ça qu'on va utiliser ici. Donc moi je suis par exemple sous Firefox, mais ça peut être n'importe quoi. Voilà. Donc, on va commencer. Donc là, maintenant, on est en mode interactif. Donc, tout d'abord, ça c'est juste pour faire afficher la version de Sage qu'on veut utiliser. En fait, ça marche, cet aspect variété et calcul tensoriel marche depuis maintenant quelques temps, c'est-à-dire depuis la version 7.5 de Sage. Mais la version calcul avec SymPy plutôt que le moteur par défaut de Sage est plus récente et il faut une version 8.2 bêta quelque chose pour que ça fonctionne. Aussi par défaut le notebook ne fait pas des affichages LaTeX et là comme on va avoir pas mal de formules c'est plus agréable d'avoir un affichage LaTeX. Ça c'est une métacommande pour Jupyter pour lui dire d'afficher en LaTeX. Alors on va commencer par construire une variété. Alors on va faire simple hein, pour le but de ce cours. On va prendre une variété dimension 2 hein. On ne va pas prendre 1 pour pas être complètement trivial non plus. Donc on la déclare dans Sage. Je sais pas, ah oui je vais peut-être monter le truc là. Ouais. On la déclare par ce mot-clé manifold. On déclare d'abord la dimension et ensuite ici vous avez une chaîne de caractères qui va représenter en fait le nom que l'utilisateur veut donner à cette variété. Alors pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec Python, s'il y en a, je me permets d'insister sur un point, c'est la différence entre les noms des objets tels qu'ils vont s'afficher par exemple, donc qui sont définis ici par des chaînes de caractères, et puis ce qui est à gauche du signe égal ici, ça c'est simplement une étiquette Python qu'on donne à la variable, ce qu'on pourrait appeler un pointeur de manière informatique, sur l'objet. Donc on pourrait très bien imaginer un nom différent ici, l'appeler la variété n par exemple, et que le pointeur s'appelle m. Mais bon, évidemment par consistance, il vaut mieux donner le même nom, mais c'est tout à fait permis. Donc là, ça crée une variété, voilà. Ça vous répond. Si vous faites print m, bon, c'est une variété dimension 2, il n'y a pas beaucoup d'informations. Simplement, vous avez peut-être remarqué qu'ici, on n'a pas passé le corps de base. Simplement, c'est parce qu'il y a des paramètres par défaut, hein, comme souvent dans les fonctions Python. Enfin, il n'y a pas que Python, évidemment. Et donc ça, par défaut, c'est R, parce que dans la plupart du temps, enfin, dans beaucoup d'applications, quand on dit variété sans préciser autre chose, en général, il s'agit d'une variété réelle, hein, sinon on dit variété complexe, etc. Donc on peut vérifier qu'il a bien créé une variété réelle. Si on lui demande quel est le corps de base, eh bien il répond que c'est R. Bon.
pas une grande surprise. Et là, je donne un exemple, par exemple, sinon il aurait fallu préciser le corps de base avec un argument field en mettant à complexe, par exemple. Alors, ça, c'est juste un mot-clé pour passer. On peut rentrer aussi field CC, le CC de Sage. Ça aurait pu. Ouais. Je pense qu'il accepte les deux. Là, c'est en attendant qu'il y ait une vraie représentation. J'ai vu qu'il y a une discussion en ce moment, peut-être Vincent est bien au courant de tout ça, dans Sage, pour avoir une représentation pas exacte, mais qui soit un peu indépendante du numérique des corps qu'on ne peut pas représenter de manière exacte, comme R ou C. À ce moment-là, on pourra passer ça comme corps ici, parce que l'aspect CC, vous savez que c'est par défaut, c'est une représentation de C dans Sage qui est limitée à 53 bits, hein, donc c'est pas le vrai C en fait. Mais cet aspect 53 bits joue aucun rôle dans ce calcul sur les variétés, donc ce serait plus satisfaisant de passer une représentation plus abstraite de C, quand il y en aura une, à ce niveau-là. Par exemple, ici, on peut montrer exactement ce que c'est que si je faisais print ici, pour avoir plus de détails sur ce que c'est que ce R, vous allez voir que c'est le truc avec 53 bits, je pense qu'il affiche ça comme ça, voilà. Et là, on s'en fout des 53 bits à ce niveau-là, on est au niveau formel, voilà. Alors, vous savez aussi peut-être, mais bon, ça joue. On verra un peu plus en détail dans la suite du cours que Sage fonctionne avec un système de catégories, et donc on peut vérifier que cette variété, elle est bien dans l'ensemble dans la catégorie plus précisément des espaces topologiques, comme il se doit évidemment, puisque c'est en premier un espace topologique. Et si on veut voir toutes les catégories auxquelles l'objet qu'on vient de créer appartient, donc c'est la fonction catégorise, eh bien on voit que il y a une hiérarchie ici en fait. On va des variétés différenciables sur des variétés lisses sur R, les variétés différenciables sur R, les variétés sur R, les espaces topologiques, les ensembles, etc. Et puis les objets sages. Ça, c'est pas vraiment une catégorie mathématique. Voilà. Alors, on peut aussi se limiter, si on ne veut pas faire de calcul, attention, si on veut faire autre chose, on peut se limiter ici à avoir une variété purement topologique par défaut. La structure sera une structure de variété lisse, c'est infini. Mais si on voulait se limiter au niveau topologique, il suffit de rajouter ce mot-clé, la structure égale topological, pour avoir une variété purement topologique. Mais on ne peut pas faire grand-chose dessus, mis à part faire du calcul dans Descartes, c'est pas super intéressant pour ça pour l'instant. Alors, si on veut regarder un peu comment ça s'est implémenté, qu'est-ce que c'est que cette variété, une chose naturelle à faire pour voir ça, c'est de demander quel est le type de cet objet, hein, le type au sens Python, quelle classe Python ça appartient. Et là, ça, je vous réponds que c'est une classe. Alors là, il y a le chemin complet pour voir où cette classe est implémentée, mais on peut voir ici que ça s'appelle, ici, à la fin, Differentiable Manifold with Category. Alors ça, ce with catégorie, ça vient rappeler effectivement que Sage fonctionne par un système de catégories. Donc en fait, ce que nous, développeurs, on a implémenté au niveau pour traiter les variétés, c'est une classe qu'on a appelée Differentiable Manifold, variété différenciable. Et en fait, c'est pas exactement ça qui va être créé quand on instancie M. En fait, c'est une sous-classe de ça qui s'appelle Manifold with Category. Alors, ça, on peut vérifier que c'est bien une sous-classe de la classe qu'on a implémentée par cette commande isInstance. On peut vérifier également que c'est une sous-classe de la classe topological manifold. Mais par contre, le fait que, par le mécanisme, parce qu'on a déclaré en fait que c'était dans la catégorie des variétés, la classe qui est vraiment créée, cette Differentiable Manifold With Category, elle a en fait des fonctionnalités supplémentaires qui sont générées dynamiquement par le mécanisme des catégories dans Sage. En l'occurrence, ici, ça n'apporte pas tellement de fonctionnalités parce pour l'instant, c'est assez pauvre le mécanisme des catégories pour les variétés tel qu'il est implémenté. Mais pour d'autres objets, ça apporte pas mal de fonctionnalités. On verra des exemples. Hein, c'est pas fondamental à cette heure-ci. Là, je vais peut-être juste montrer la hiérarchie. Alors, je crois qu'ici, je vais montrer ici. Voilà, la hiérarchie des classes. Donc ça, je parle de classe, c'est vraiment classe au niveau Python.
ce qui est implémenté. Donc ici, il y a un petit code couleur déjà. Il y a des classes qui sont en jaune, qui sont des classes qui n'existaient pas dans Sage il y a quelques temps, qui ont été implémentées lors du projet Sage Manifold. Et en bleu, c'est des Sages plus génériques, des classes plus génériques de Sage. Et notamment, il y a deux catégories importantes de classes dans Sage. Il y a les classes parents et les classes éléments, puisque aussi Sage fonctionne sur un schéma parents-éléments. Donc il y a des objets qui sont plutôt des parents, c'est-à-dire qu'ils représentent des ensembles avec une structure algébrique typiquement, ou pas forcément algébrique, ici on est plutôt au niveau des variétés. Et puis des structures de type élément, c'est-à-dire qui sont censés être des éléments de ces ensembles. Donc là, par exemple, nous on a une classe qui s'appelle Manifold Point, comme son nom l'indique, ça va être destiné à représenter des points sur une variété, et ça dérive de la classe élément. La classe de toute cette hiérarchie, la classe de plus haut niveau qui dérive de parents, en fait, c'est la classe pour représenter n'importe quel sous-ensemble sous une variété. Étant donné que la variété elle-même est considérée comme un sous-ensemble d'elle-même, donc c'est pour ça que les variétés sont en dessous, héritent de ça, en fait. Et bon, là, ça c'est un aspect plus technique, disons, qui est la représentation unique, qui fait qu'une fois qu'on a créé un objet avec cette commande m égale manifold 2, j'ai juste précisé la dimension et le corps de base finalement, j'ai rien dit sur la variété elle-même, et bien ça crée un objet unique. C'est-à-dire si je refais une deuxième commande comme ça, je vais avoir un objet différent. C'est bon. Est-ce qu'on peut créer deux variétés différentes de dimension 2 sur là? Ah oui, bien sûr, on peut en créer autant que tu veux, enfin, tu peux en créer plusieurs, et puis après tu peux faire des maps de... On change de nom, c'est ça? Voilà, il faudra changer de nom, changer de pointeur Python, évidemment, changer de nom, et à ce moment-là, tu pourras faire un map d'une variété vers l'autre, faire ce que tu veux. On verra un exemple d'application entre variétés, oui. Ce qui rend unique, c'est le choix de la chaîne qui était en deux départements. Oui, alors ici c'est un peu plus parce que c'est vraiment unique. Il y a un processus interne qui fait que en fait, ça génère une chaîne aléatoire pour rendre l'objet vraiment unique. Mais normalement, effectivement, dans la unique representation dans Sage, c'est la chaîne de l'argument, effectivement. Mais là, comme là, la chaîne ne suffit pas à représenter l'objet parce qu'une variété, c'est pas seulement décrit par sa dimension. Et là, en plus, on a mis une string qui est le nom qu'on donne. Évidemment, c'est décrit par son atlas, etc. Et comme ça, on ne peut pas le préciser dès le départ. En fait, on ne peut pas construire de manière non ambiguë une variété uniquement à partir d'une chaîne d'arguments d'une seule fonction. Ça serait extrêmement fastidieux de faire ça. En fait, vous allez voir que la variété, on la construit pas à pas. À un moment donné, je vous dirai, tiens, à cette étape-là, notre variété est complètement définie. Elle a un atlas maximal et on a tous les changements de cartes entre les différentes cartes de l'atlas. Et donc, c'est pour ça qu'on a un mécanisme en fait pour assurer que chaque objet créé va être distinct de l'un des autres. Et de même qu'on ne peut pas non plus, de manière algorithmique, ce serait extrêmement difficile, extrêmement long et sans doute impossible dans beaucoup de cas, décider de l'identité de deux variétés, l'identité mathématique. Ça veut dire que si on trouve deux variétés qui s'appellent M, que les deux, c'est quand même deux variétés différentes. Voilà, c'est deux objets différents, oui. Bien, donc voilà, donc ça c'est la chaîne. Alors la chaîne ici, oui, donc je disais, donc il y a les variétés topologiques, il y a les variétés différentiables qui ont plus de structure, et ça c'est des sous-classes pour des choses de dimension 1, comme un intervalle ouvert, considéré comme une variété, et R, mais R considéré comme une variété de dimension 1 sur lui-même. Bon, ça c'est, on n'en aura pas besoin dans ce cours. Voilà, voilà, donc ça, tac, je vais revenir à la feuille de calcul. Donc voilà, donc là on a créé nos variétés. Alors maintenant, oui, on va créer des cartes sur la variété, hein, on va commencer à faire des choses intéressantes. Pour l'instant, on a juste créé un objet de type parent, hein, parent dans Sage. Donc là, on va créer des cartes. Donc ça, pour ça, je vais quand même remettre ça. Hop. Donc je rappelle tout d'abord la définition formelle d'une carte. Donc on se donne une variété topologique. Et alors, comme on a vu dans la définition de la propriété 3, numéro 3 de la définition d'une variété topologique, c'est qu'au voisinage de chaque point, on a un ouvert homéomorphe à Kn. Eh bien, ça veut dire qu'on va pouvoir créer explicitement un homéomorphisme. Donc, une carte, c'est un ouvert. Et puis, une fonction de cet ouvert vers Kn, où K, encore une fois, c'est le corps de base. Et à chaque point, on associe un nuplet de nombres. Et donc, on va appeler les coordonnées de ce point. Hein, voilà. Et donc, on a une correspondance biunivoque comme ça, c'est une bijection.
Alors, comme vous le savez tous, évidemment, en général, pour une variété donnée, il faut plus d'une seule carte pour couvrir toute la variété. Comme on va le voir explicitement d'ailleurs, il en faut au moins 2 pour la sphère, et pour toutes les sphères d'ailleurs, quelle que soit la dimension. Et également pour le tore. Et par exemple, pour le plan projectif réel, il en faut au moins 3, par exemple. Voilà. Et une fois qu'on a défini les cartes, on peut aussi définir ce qu'on appelle un atlas. Un atlas, en fait, ça va être un ensemble de cartes, tels que les domaines des cartes, l'union de tous les domaines des cartes couvre la variété. Donc ça veut dire que si on a un atlas, on a dans cet atlas, ça veut dire qu'on se donne suffisamment de cartes pour couvrir toute la variété, hein, d'où le nom atlas, évidemment. Voilà. Alors faisons ça sur notre exemple de variété dimension 2. Donc pour l'instant, encore une fois, on n'a pas vraiment défini la variété, on a juste dit que c'est une variété dimension 2, et on va la spécifier par justement se donner un atlas, c'est-à-dire se donner petit à petit des cartes. Alors pour ça, on va d'abord se donner le domaine de la carte, on va définir le domaine de la carte. Par cette commande, ici, on a la variété. Peut-être monter un peu. Excusez-moi. Hop. Hop, voilà. On va créer un domaine. Alors c'est un peu comme la commande qui crée des variétés. On passe une chaîne de caractères qui va représenter le nom tel qu'il sera affiché de cet ouvert, on va l'appeler U. Et là, encore une fois, ça c'est le nom de la variable Python qui va contenir cet objet. C'est juste un bête pointeur vers cet objet. Donc évidemment, on lui donne le même nom, mais c'est pas obligatoire, encore une fois. Et ensuite, sur cet ouvert U, on va créer une carte par la commande chart, ça paraît assez naturel. Encore une fois, là on peut utiliser, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais on peut utiliser par exemple, si on ne connaissait pas ces commandes-là, je vais peut-être montrer un exemple, ici. Si je veux créer un ouvert, mais je ne sais pas comment créer un ouvert, eh bien j'ai mon objet M, je fais un point, et ensuite j'appuie sur la touche Tab, et là ça va me donner la liste de toutes les commandes que je peux faire sur cet objet. Alors on peut le faire défiler, on dit comment on va pouvoir créer un ouvert. Alors, on voit qu'on a tout ça, tac, 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 et à un moment donné, il y a un truc qui va s'appeler OpenSet, hopefully. Open subset, voilà, tac, bah, ça doit être ça. Si on n'est pas sûr que c'est bien ça qui va me créer un ouvert, vu le nom, ça devrait être ça, mais si on n'est pas sûr, on peut mettre le point d'interrogation, et à ce moment-là, on va avoir de l'information là-dessus, s'il veut bien, voilà, on a de l'information, create an open subset on the manifold, et ça vous donne ensuite ce qu'il faut mettre en input, voilà, tous les arguments, et puis après il y a des exemples, etc. Donc là, voilà, donc on a cette documentation interactive comme ça, et donc voilà, donc on peut faire ça. Donc on va le faire ici, ben, on va le faire là hein, d'ailleurs, hop, ben, je vais le faire là plutôt, d'ailleurs je vais le faire en 2 étapes, comme ça, U égale M open subset de U, et puis ensuite je vais lui demander qu'est-ce que c'est que U, hop. Donc là il me répond que U c'est U, c'est-à-dire qu'en fait là c'est un peu minimal comme information, c'est simplement il me retourne mon identifiant que j'ai mis là, il me retourne sous forme LaTeX, hein. Bon, c'est juste un U. Maintenant, si je veux avoir un peu plus d'informations sur un objet, en général, il faut faire la commande print. Print va me donner plus de détails, juste une petite phrase sur l'objet. Si je voulais encore plus d'informations sur l'objet, donc là, ça me dit que c'est un open subset, c'est à peu près clair sur la variété dimension 2. Là, j'ai encore le mécanisme point d'interrogation. Là, il va me retourner la classe qui définit l'objet. En fait, il est dans la classe des variétés, puisqu'un ouvert sur une variété est lui-même une variété, une sous-variété de dimension n, en fait, de la variété de départ. Donc, dans ça, c'est créé comme ça. Il n'y a pas une classe spécifique pour les ouverts. Chaque ouvert est lui-même une variété, hein, ce qui est naturel. Tac. Bien, donc maintenant que j'ai cet ouvert U, ben je vais créer une carte. Donc je vais supprimer cette ligne, parce que ça c'est déjà fait, paf. Et donc là, je crée une carte. Alors, pour créer une carte, évidemment, là on pourrait dire comment je vais créer une carte sur cet ouvert U. Encore une fois, on se doute, il y a peut-être un truc qui commence par carte, tchac, tac. Voilà, il y a chart ici, voilà, c'est les commandes chart qui va créer une carte. Et simplement, quand on va créer une carte, on va vouloir lui passer comme information les noms des coordonnées qu'on aimerait employer sur cette carte.
typiquement XY, ça peut être R θ phi, etc. Et puis il peut y avoir des choses, d'autres informations. Par exemple, si vous passez R θ phi, vous avez aussi envie de lui dire comment ces noms vont s'afficher en LaTeX. Par exemple, θ, vous n'avez pas envie d'écrire forcément θ en toutes lettres, vous l'appelez par exemple seulement T, et vous lui dites que pour le LaTeX, il faudrait que ce soit du θ, hein, par exemple, des choses comme ça. Donc il y a pas mal d'informations qu'on peut passer. Il y a également le domaine de variation de ces coordonnées. Vous pouvez lui passer comme information, par exemple, R va être positif, θ c'est entre 0 et pi, des choses comme ça. Là, on va créer une carte en fait où les deux coordonnées qu'on va appeler x et y décrivent R tout entier, vont de moins l'infini à plus l'infini. Donc on n'a pas ce problème d'information, enfin on n'a pas à passer cette information-là, ça va être pris par défaut. Et à ce moment-là, on invoque ça, c'est ce qu'on appelle du sucre syntaxique, je crois, quelque chose comme ça. Cette notation-là, c'est pour faire en deux étapes de choses. Normalement, il faudrait mettre x, y là comme argument de la carte. Et puis après les récupérer comme des variables Python, et ça fait les deux choses en même temps. Ça crée une carte qui va s'appeler XU, et il y aura des coordonnées XY dedans. Bon, c'est juste on peut le voir comme une notation, si vous voulez, à ce niveau-là, si on ne veut pas rentrer dans les détails. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'intérêt de ça, c'est que je dispose, comme variable Python, il va connaître, alors X, ça je le connais toujours, mais par exemple, là, il va connaître Y. Voilà, bon, il me retourne que Y c'est Y, mais je peux lui demander par exemple qu'est-ce que c'est que ce Y là, c'est quoi? Ça va être en fait une expression symbolique de sage qui va dénoter la coordonnée Y. Ce Y, je peux aussi le récupérer comme étant le membre 1 de ma carte, puisque ici, par défaut, les indices commencent à 0. On peut changer, quand on construit une variété, il y a un argument qui s'appelle startIndex. Si vous préférez faire commencer tous vos indices de coordonnées, de tenseurs, etc., sur votre variété à 1 ou à 14, enfin ce que vous voulez, vous pouvez mettre startIndex égale ce nombre-là, et évidemment, ça peut être pratique, des fois on a... Mais là, c'est la convention, disons, informatique, on va dire, c'est-à-dire que ça commence à 0, donc x va être 0. Et donc là, on pourrait récupérer voilà, y comme ça par xu de 1, par exemple, xu de 1, c'est y. On peut récupérer les deux coordonnées d'un coup par ce truc de liste, comme si c'était une liste, en fait, la carte. Là, ça vous redonne vos deux coordonnées. Voilà. Alors, aussi au niveau des notations, des notations, les cartes sont toujours décrites comme ça dans Sage par leur domaine et le nom des coordonnées. Hein, c'est une convention de notation des cartes. Donc ça, l'étape suivante, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que les ouverts eux-mêmes sont dans la catégorie sont des sous-classes de variétés différentielles, puis ce sont eux-mêmes des variétés différentielles. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu sur la documentation, qu'on peut vérifier explicitement avec la commande isInstance. Voilà. Donc là, on a créé une carte. On est content, on commence à avoir un peu plus de structure sur notre variété. On a une variété avec un ouvert U et une carte sur cet ouvert. Allons un petit peu plus loin, maintenant on aimerait bien créer des points sur cette variété quand même. On commence à faire des choses. Donc là, on va créer un point sur la variété. Alors, vous allez me dire, il y a peut-être une commande point pour créer un point. Il y a une commande point, effectivement, mais c'est un espèce de raccourci parce qu'en fait, là, on va utiliser plutôt le mécanisme parent-élément de Sage. Les points sont des éléments des variétés, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans un petit diagramme. Et donc, comme toujours dans Sage, quand on veut créer un élément à partir d'un parent, eh bien, la syntaxe est la suivante. On prend le nom du parent, ici U, et après on passe de l'info pour créer l'élément. Donc là, l'info qu'on passe, en fait, ça va être les coordonnées de ce point dans la carte qu'on vient de créer. On pourrait omettre cet argument-là, puisque pour l'instant, on n'a créé qu'une seule carte. Donc il y a ce qu'on appelle le mécanisme de carte par défaut. Quand il n'y a qu'une seule carte, eh ben, il prend cette carte-là si on ne spécifie rien. C'est pour éviter de taper tout le temps chart égale machin, voilà. Hein. Mais là, je montre pour des raisons pédagogiques, on va dire. Et ensuite, on peut éventuellement ou pas donner un nom au point P. Là, on n'est pas obligé de donner un nom. Bon, j'en donne un, mais c'est pas. Voilà. Donc ça, c'est ce mécanisme, voilà ce que j'ai expliqué ici, parent-élément. Voilà, on passe l'information. Donc on fait ça. On a le parent U, ça veut dire que le point il va être explicitement sur U, il n'est pas n'importe où sur les variétés, il est dans l'ouvert U. Voilà, et on a créé un point. Et si on lui demande quel est son parent, évidemment il va répondre que c'est U, puisqu'on l'a créé comme un enfant, enfin un élément de U. Alors ce que je disais, voilà, ils sont implémentés par les points par la classe manifold point, hein, comme on l'a vu tout à l'heure.
Et alors cette classe, je ne vais pas rentrer trop dans les détails de l'implémentation non plus, on ne va pas voir la classe, mais pour chaque classe, je vais essayer de vous donner un peu l'attribut principal ou les attributs principaux pour vous montrer un peu comment sont stockées les données, quelle information on stocke, pour savoir un peu comment on la manipule après. Donc évidemment, un point dans cette implémentation-là que je vous montre aujourd'hui des variétés, vous l'avez compris, les variétés vont être décrites essentiellement par les cartes, par des atlas, par un ensemble de cartes. Et donc, l'information principale, ce qui va identifier un point, c'est ses coordonnées dans une carte donnée, ou dans plusieurs cartes. Alors ça, c'est implémenté par un attribut qui s'appelle coordinate. Donc ça commence par un underscore, ça veut dire que c'est un attribut privé. Normalement, on n'est pas censé le voir en tant qu'utilisateur final, mais là, dans le but de ce cours, on va regarder des choses privées, parce qu'on veut comprendre, enfin, essayer de voir un peu comment ça marche, tout ça. Donc là, c'est l'attribut coordinate. Alors vous voyez que cet attribut coordinate, si vous connaissez un peu Python, apparemment ça se présente comme un dictionnaire où il y a des clés et des valeurs. Alors les clés, c'est les cartes, en fait, parce que ce point peut avoir des représentations coordonnées dans plusieurs cartes, puisque vous pouvez avoir plusieurs cartes qui se chevauchent sur la variété, évidemment, qui ont une intersection non nulle. Donc ce point pourrait être à l'intersection de deux cartes. Et on le verra tout à l'heure. À ce moment-là, il pourrait avoir ses coordonnées dans plusieurs cartes. Et là, on n'a tout de suite qu'une seule carte. Encore une fois, c'est la notation des cartes par leur domaine et les coordonnées. Donc ça, c'est la clé. Et là, c'est la valeur. La valeur, c'est la valeur des coordonnées. Donc ça, c'est juste un dictionnaire Python. Alors, on pourrait dire, par exemple, si on veut retrouver ces coordonnées, donc là on y a accès par le membre privé coordinate. Mais en fait, dans la vraie vie, puisqu'on a une carte, on a un point, on va appliquer la carte sur ce point, et ça doit mapper le point vers Rn. Et là c'est ce que ça fait. Donc j'ai XU, je vous rappelle que XU, je remets peut-être les notations là, ici XU c'est la carte, je vais l'appeler X comme carte, par exemple. Et sur U, bon les noms sont peut-être pas très heureux, voilà, XU c'est le nom de notre carte. Et donc j'applique la carte XU sur le point P et ça me retourne les coordonnées 1, 2 de mon point. Bien. Donc maintenant, poursuivons dans la construction de notre variété. En fait, on va construire un deuxième ouvert, une deuxième carte, mais sur un autre ouvert. Oui. XU, c'est un élément de... C'est un objet de type... c'est c'est un objet de type carte. C'est pas un map en fait. S'il y a un type pour ça, on peut lui demander. Ou on peut le faire comme ça, XU. Voilà. C'est de type carte. Non, parce que là, alors là oui, effectivement, je vois ce que tu veux dire. On va voir tout à l'heure, il y a des maps sur les variétés, mais là, pour les cartes, en fait, l'espace d'arrivée n'est pas considéré comme une variété lui-même, c'est une espèce de R corps de base. Enfin R2 en l'occurrence, formé sur le corps de base. Et donc là, c'est pas implémenté parce qu'après ça se mordrait un peu la queue, parce que pour définir, on va voir, pour définir les maps sur les variétés, en fait, on a besoin des cartes puisqu'ils vont être définis par leur représentation coordonnée dans des cartes. Donc si on avait défini les cartes elles-mêmes comme des maps, il y aurait sans doute un problème. Enfin peut-être qu'on peut, et ça apporterait pas grand-chose au final en fait, de les considérer. Surtout que si tu veux un vrai map vers R2, tu peux le construire très facilement à partir de la carte. Si tu as vraiment besoin de cet aspect, oui. Alors, comment le système sait, comment on peut savoir si le point appartient vraiment à l'ouvert? Alors, il va regarder, alors il y a un mécanisme, on peut lui demander par exemple X, voilà. Alors tout de suite, par exemple, là, je vais lui demander P in U, est-ce que P est dans U? Il va me répondre oui, parce qu'il va aller regarder dans les coordonnées de P s'il a des coordonnées sur la carte, des cartes de U, auquel cas il va dire qu'il est dans U, évidemment. Si ce n'est pas le cas, il va essayer de faire des changements de coordonnées. Étant donné son atlas, on va voir un exemple. On va faire un exemple concret. Tiens, là, pour ça, je vais créer donc mon deuxième ouvert V, avec une carte sur V, et je vais lui demander est-ce que P est dans V. Vous allez voir qu'il va répondre d'abord false, mais ensuite, quand on aura donné toute l'information, il va répondre true. Alors, là, je crée mon ouvert V. Donc là, maintenant, j'ai un deuxième ouvert sur ma variété, mais j'ai rien précisé de particulier, simplement qui s'appelle V. Je ne dis pas comment il se situe par rapport à U, on va le faire dans un deuxième temps. Et simplement, là, je crée des coordonnées que je vais appeler X', Y' sur V. Alors, comme évidemment X', Y', ça ne passe pas au nom variable Python, ça va faire, parce que le prime serait pris pour un délimiteur de chaîne, j'appelle XP, YP,
P comme prime. Mais je veux lui dire qu'en LaTeX, il faut qu'il affiche comme X', Y'. Donc tout à l'heure, le corps de chart était vide parce que toute l'information était à gauche. Maintenant, je passe un petit peu plus d'informations. Je veux que la variable XP s'affiche comme X' et que la variable YP s'affiche comme Y'. Hein, c'est juste pour les autres. Et je pourrais passer du LaTeX plus sophistiqué ici avec des anti-slash et des machins. Si j'avais une commande LaTeX, si je voulais un gothique, machin, un truc. Ou simplement un caractère grec. Donc là, j'ai ça. Alors maintenant, je peux lui demander, est-ce que P est dans V? Là, comme je n'ai pas complètement construit ma variété, je ne suis pas sûr de ne pas générer une erreur. On va voir. P in V. Ah oui, il répond false. Parce qu'il n'arrive pas, il répond false, parce qu'il n'arrive pas à trouver un changement de carte, puisqu'évidemment, je n'ai rien défini encore, qui prouve que P est dans V. Donc il répond false. En général, une réponse false dans Sage, ça veut dire qu'il n'a pas réussi à prouver true. Un false n'est pas forcément... Normalement, ça devrait être la contraposée de true, mais false, c'est quand on n'a pas réussi à démontrer que le truc était true. Ce n'est pas toujours une logique binaire, hein, comme vous savez, en informatique. Donc il faut se méfier des réponses false, mais là, ça veut dire que je n'ai pas réussi. Alors, on lui reposera la question plus tard, quand on aura fini de votre variété, vous allez voir qu'il devrait répondre true. Hein. On y reviendra. Alors, je ne vais pas, pour ne pas être trop long, là on va se limiter à 2 cartes sur la variété. Donc on va dire que maintenant, on approche de la fin de la construction de la variété, on va dire que c'est l'union des 2 ouverts construits précédemment, et c'est tout. Il n'y aura pas d'autres parties non couvertes de ma variété. Donc là, il y a une commande qui est declare union, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et à ce moment-là, on peut lui demander par exemple, quel est ton atlas à ce niveau-là? Eh bien, mon atlas, pour l'instant, il y a 2 cartes, la carte sur U et la carte sur V, c'est tout. Alors, ce n'est pas encore complètement fini. Maintenant, pour bien finir la construction, il va falloir se donner des fonctions de transition d'une carte vers l'autre sur leur intersection commune. Et donc, on va dire ce que c'est que l'intersection de ces 2 cartes et on aura fini la construction de la variété. Donc, ça, l'intersection, on va l'appeler W. Et en fait, on va définir ici, voilà, transition map, la fonction de changement de coordonnées, de transition donc, de la carte sur U vers la carte sur V, donc on prend la carte sur V. Et on l'a défini explicitement en donnant à la main les changements de coordonnées. C'est là en fait qu'on définit notre variété finalement, on dit comment... Et puis on définit l'intersection par un nom qu'on va lui donner pour l'affichage simplement. Et en fait par 2 restrictions sur les coordonnées, ça veut dire la restriction 1, c'est comment je définis cette intersection du point de vue des coordonnées de U. Et restriction 2, c'est comment je définis cette intersection du point de vue des coordonnées de P. Et donc là, ça veut dire en fait x2, y plus y2 de différents 0. Donc ça veut dire que xy en tant que paire doit être différent de 0, 0. Donc ça veut dire qu'on exclut un point, finalement le point de coordonnées 0, 0 de U. Si ce point, je l'appelle S, je ménage le suspense, vous allez voir pourquoi S. Ce point de coordonnées 0, 0. Et si dans la carte XY sur U, eh bien ça veut dire que W, ça sera U privé de ce point S. Hein, c'est ça que ça veut dire cette ligne. Et si le point maintenant de l'intersection, cette intersection W, je vais pouvoir voir comme V privé d'un autre point, le point de coordonnées X', Y' égale 0, 0. Et ce point, je l'appelle N. Hein. Et donc à ce moment-là, ça veut dire qu'encore une fois, U, ça va être tout simplement M privé du point N. V, ça va être M privé du point S, et leur intersection, ça sera M privé de N et de S, de 2 points. Donc si je fais ça, je définis mon transition map, voilà. Je lui demande de l'afficher, les affichages c'est toujours la commande display, voilà, c'est mon changement de coordonnées, ça c'est simplement l'information que j'ai rentrée ici, hein. Voilà, il me la sort comme ça, c'est mon changement de coordonnées. Et on peut lui demander le changement inverse. Hein, il vérifie quelque chose ou là, il vérifie. Non, il implémente ça. Non, là, on définit les choses. On est au niveau encore définition, donc il n'y a pas tellement de vérification à faire. C'est nous qui définissons les choses comme ça. Hein. Par exemple, si on avait dit x2 plus y2 différent de 1, il n'aurait pas dit attention, x2 plus y2, ça s'annule en 0. Eh ben, si tu faisais x2 plus y2 différent de 1, ça veut dire que tu exclus de ton intersection le cercle. Un cercle, en fait. Si on avait oublié, disons, la restriction 1, il aurait remarqué qu'on dit... non, il n'y a pas vraiment... Non, on peut faire des choses... oui, c'est casse-gueule, je pense, si on met des... Oui. Et si jamais il y avait plusieurs cartes, 3, est-ce que ça vérifie que ça fait impossible? Alors, non, là, simplement, ça va faire... Il faudra prendre les cartes 2 par 2. Il faudra faire autant de transition map que tu as de paires de cartes, en fait. Hein.
Non, bah après, ah non, il ne vérifiera pas ça. Alors évidemment, là, tu vas au-devant de... Oui, pour l'instant, il y aurait des mécanismes de... Oui. Là, tout de suite, que je ne dise pas de bêtises. Alors, tu peux lui faire calculer, par contre, la façon d'implémenter ça pour assurer la compatibilité, c'est tu peux faire des produits de cartes, des produits avec le rond, enfin l'opérateur de combinaison, hein, et comme ça, c'est lui qui va faire le calcul pour toi, et tu es sûr que ce sera compatible, plutôt que de définir à la main. Donc l'idée, c'est toujours de définir le minimum à la main, et de lui demander de faire le calcul quand, sur des recouvrements. Hein. C'est comme ça qu'il faut procéder. Mais si toi, tu forces à la main des choses qui ne sont pas compatibles, là, il n'y a pas de mécanisme de vérification. Alors, juste, on va faire calculer l'inverse. L'inverse, donc là, il calcule. On ne lui donne pas à la main, justement, on est sûr comme ça que ce sera compatible. La transition inverse, il calcule. Et là, comme les formules sont complètement symétriques, et ben, l'inverse, c'est symétrique aussi. Et là, à ce stade, on a tout défini. Et en particulier, vous avez peut-être reconnu qu'en fait, cette variété de dimension 2, c'est simplement la sphère S2. Et les coordonnées, c'est les coordonnées stéréographiques depuis le pôle sud, d'où la lettre S, et depuis le pôle nord, N. Donc en fait, ces coordonnées-là, juste, je pense que peut-être tout le monde voit ce que c'est que les coordonnées stéréographiques, mais je crois que j'avais mis un petit dessin juste pour montrer, voilà, ce que c'est que ces coordonnées. C'est-à-dire que si, donc j'ai ma sphère, donc là ici on a réduit une dimension, mais j'ai un point sur ma sphère, eh bien, l'intersection, je fais une droite depuis le pôle nord, donc la droite qui passe depuis le pôle nord, l'intersection avec le plan z égale 0, eh bien, je prends les coordonnées x, y de ce plan. Donc ça, c'est ma carte, effectivement, depuis le pôle nord, ça va être les coordonnées x, y, et j'ai la même chose depuis le pôle sud, c'est les coordonnées. Donc ici, pour le point P, ici, c'est pas dessiné, par exemple, depuis le pôle sud, je ferai cette droite-là, et ça me donnerait des coordonnées dans le plan z égale '0 que j'appellerai x', y'. Ça sera mes coordonnées de P depuis le pôle sud. Donc c'est ces deux cartes-là. Donc mon U vers U, qu'est-ce que c'est mon U vers U finalement? Mon U vers U, c'est toute la sphère moins le pôle nord, puisqu'évidemment je ne peux pas donner des coordonnées, faire une projection stéréographique de n, elle serait à l'infini. Donc c'est moins ce point-là. Mon U vers V, c'est toute la sphère moins le pôle sud. Et mon intersection W, c'est toute la sphère moins ces deux points, N et S. Hein, voilà. Donc à ce stade-là, on a toute notre sphère. Voilà. Oui. Donc là, il fait un calcul, on lui inverse. Là, on est au niveau. Là, il utilise le moteur symbolique sous-jacent. Et donc là, il a fait avec Pinac, enfin le truc standard de sage. Oui. Oui, ça c'est une façon de dire qu'on voulait que ce soit différent de 0,0. Ah oui, il y a une faute de... Oui, exact. Ah oui, ça c'est une typo, ça. Merci. Bah, ça a marché quand même, apparemment. Hop. Je vais peut-être relancer la feuille, hein, parce qu'effectivement, on va peut-être au devant de surprise si on garde ça. Donc, je vais relancer la feuille. Je vais faire... on va se mettre là. Kernel restart. Hop. Et on va faire kernel run above. Donc là, si on fait run all above, depuis là, ça va faire tout ce qui est... Ah, mais pas below. Ah, non, il a peut-être rien fait. Oups. Hop. Bon, je sais pas, je vais refaire un kernel restart. Hop. Voilà, kernel ready. Donc on va se mettre à la cellule ici, voilà, tac. Je pense qu'il a fait juste... Ah oui, il avait exécuté rien que la cellule, évidemment, comme on n'avait pas fait... On a fait un kernel restart, donc il y a un name error tout de suite, parce qu'il ne connaît pas du tout ce que c'est que ce truc-là. C'était l'instruction numéro 1, évidemment, c'était un peu dur pour commencer. Donc là, je vais faire cell run all above. Voilà, donc là, on est reparti avec cette fois-ci une bonne définition de restriction 2. Voilà, donc ça va très vite, on est déjà arrivé là. Donc là, pour vérifier que tout va bien, on va lui faire ça, tac. Voilà, ça y est, tout est rentré dans l'ordre, hop. Donc maintenant, ah voilà, on arrive à la partie intéressante, même avant de faire ça. Vous vous souvenez, tout à l'heure, il avait dit que le point P de coordonnées 1, 2, il n'était pas dans V. Mais évidemment, comme V, c'est toute la sphère moins le pôle sud, et que les coordonnées 1, 2, ce n'était pas le pôle sud, ça serait 0, 0 dans ces coordonnées-là, il devrait répondre oui maintenant. Donc là, on va faire une cellule au-dessus. Maintenant, je vais lui demander, est-ce que P est dans V?
Voilà, il a compris que P était bien en V. Donc là, maintenant, comme j'ai toute l'information, on devrait avoir des réponses plus ou moins sensées. Et en particulier, quelles sont les coordonnées de P dans la nouvelle carte, celle de la projection depuis le pôle sud? Et bien là, il va calculer, à partir du transition map qu'on a fourni, il trouve que c'est 1/5, 2/5, on pourra vérifier. Voilà. Et maintenant, ça veut dire qu'il a mis à jour le dictionnaire des coordonnées. Là maintenant, il y a 2 membres dans ce dictionnaire. Tout à l'heure, il n'y avait que 1, 2 qui étaient les coordonnées de P. Et maintenant, sur la carte V, il y a 1/5 et 2/5. Voilà. Donc maintenant qu'on a défini les points, on va pouvoir aussi définir les applications, enfin c'est une étape suivante, disons, dans la construction des choses, d'une variété vers une autre. Et là, je vais définir une application qui est simplement assez naturelle, qui est simplement le plongement de la sphère dans R3. C'est quelque chose qui peut passer à la tête. D'autant plus qu'on va l'utiliser, ce plongement, pour des applications graphiques, c'est-à-dire pour visualiser la sphère comme une sphère, par exemple. Donc on va utiliser ce plongement-là. Donc, comment ? On va définir la sphère comme une sous-variété de R3 Non, pas encore. Ça, c'est pas implémenté, les sous-variétés, c'est en projet, mais c'est pas encore défini. Non. Donc là, il faut expliciter spécifiquement des plongements ou des immersions, enfin faire des choses que vous voulez. Donc là, pour ça, on va d'abord définir R3. Donc R3, pareil, vous pouvez définir R3 dans Sage, vous pouvez faire, ça serait ça, tac, tac. Mais ça, si vous faites ça, encore une fois, R3 ça existe, mais c'est pas du tout une variété, c'est pas, c'est des bits des réels de 53 bits, etc. Donc nous, on va pas faire ça, donc ça je coupe, paf. On va le voir comme une variété. Alors là, vous voyez, je fais tout à la fois, je définis ma variété dimension 3, je l'appelle R3, et là, vous voyez, j'ai une chaîne supplémentaire, ça c'est le nom LaTeX, je veux qu'elle s'affiche comme du R habituel, disons, si on veut, c'est pour vous montrer un exemple de LaTeX pour l'affichage. Ce R là, c'est du Python, c'est-à-dire c'est une raw string, une chaîne brute, parce qu'à cause de l'anti-slash qui est là, sinon il faudrait doubler l'anti-slash. Et si on ne veut pas doubler, on peut mettre un R devant la chaîne ici. Et donc on définit notre variété, et là on définit une carte sur toute la variété, c'est R3, donc là évidemment il y a une carte globale, et on va appeler, pour ne pas confondre avec notre petit x, petit y, on va appeler les coordonnées grand X, grand Y, grand Z. Donc allons-y, là on définit R3, voilà, paf. Donc on a R3 avec une carte dessus, une carte globale, et maintenant on va définir le plongement de la sphère dans R3, et on va le définir de manière coordonnée, encore une fois, on va le définir à partir des cartes. Donc là, ça veut dire qu'on a un map depuis la variété, donc M maintenant, on peut le voir comme S2, vers R3, et on se donne des paires de cartes ici, et dans une paire de cartes, on définit à la main ce que c'est que notre application. Donc là, c'est les formules coordonnées pour vérifier. À partir des coordonnées stéréographiques, c'est les formules classiques de plongement de S2 dans R3. Donc on définit sur nos 2 cartes. La carte sur U, c'est la projection stéréographique depuis le pôle nord, la projection stéréographique depuis le pôle sud. Voilà, les formules explicites. Vous voyez un petit changement de signe quelque part. Voilà, ici par exemple, il y a ici. Ça, c'est le nom qu'on donne au mapping, et encore une fois, le nom LaTeX pour que ça s'affiche comme un phi. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on définit, voilà. Et on a notre application qui va de la sphère vers R3, et sur la carte U, ça fait ça. Voilà, et sur la carte sur V, ça fait ça. Voilà. Vous vérifiez que c'est compatible avec les changements de carte ? Oui, effectivement, dans ce cas-là, on a donné à la main. Alors, encore une fois, j'aurais pu lui faire calculer et faire étendre. Oui, là, effectivement, là, c'est un peu dangereux de faire ça. Comme je disais tout à l'heure, vaut mieux passer le minimum d'informations et lui demander de calculer sur une carte. Donc ici, il sait faire. On pourrait passer... En fait, ce qu'il saurait faire, si on lui passait que sur la carte sur U, il saurait calculer sur tout W, c'est-à-dire l'intersection des deux. Mais il ne saurait pas calculer sur le dernier point, puisque là, il n'aurait pas... Et donc, il pourrait vous calculer cette expression sur W, et après, il y a une commande qui s'appelle add by continuation, et donc il ferait un prolongement en fait analytique pour avoir le truc sur tout. Oui, ça serait plus correct de faire ça. Comme ça, on est sûr qu'on a quelque chose de cohérent. Pour ça, effectivement, si on a fait une faute de frappe, là, on va aussi au-devant de choses. Et donc, comme je disais, ce plongement, on va l'utiliser à des fins graphiques. En effet, toutes les cartes, elles ont une commande, enfin beaucoup d'objets liés aux variétés ont une commande plot qui est destinée à afficher l'objet. Alors pour une carte, qu'est-ce que ça veut dire plot d'une carte? Ça veut dire simplement, il va dessiner les lignes de coordonnées. Alors par défaut, il en prend 8, je crois, ou un truc comme ça, il y a un nom par défaut, mais ça, tout ça c'est paramétrisable. Et il dessine une carte en fonction d'une autre carte.
Il peut se dessiner en fonction d'elle-même. Je vais peut-être montrer un exemple. Par exemple, dessiner une carte, la commande minimale, ça serait XU plot. Si je fais ça, il va la dessiner en fonction de lui-même. C'est pas très intéressant, parce que ça va faire une grille coordonnée. Voilà, il prend une grille dessinée, une carte dessinée en fonction d'elle-même, c'est XY en fonction de XY. Vous voyez, c'est pas. Hein, on aurait pu s'en passer, mais c'est juste pour montrer. Et par contre, un truc, si je restreins ça à l'intersection, la carte restreinte à W, dessinée en fonction de la carte XV, aussi restreinte à W, bon, c'est peut-être même pas la peine, il va prendre la restriction, je pense. Là, c'est peut-être... ah non, parce que W, je ne l'ai pas défini, autant pour moi. Donc W, on l'a défini en tant que nom, mais pas en tant que variable Python, donc c'est U intersection V. Voilà. Donc je fais ma restriction. Et là, c'est un peu plus intéressant parce que... Oups. Ah oui, alors là, il faut exclure des points. Ouais. Oui, il y a des divisions par 0, c'est un peu violent, c'est pas un bon exemple. Bon. J'ai un exemple d'ailleurs. Là, il faut mieux le faire en plusieurs parties. Ouais, bon, oublions. C'est pas, je pourrais faire un range, par exemple, on peut faire qu'une partie. Ouais, c'est à cause du 0. Je vais quand même vous montrer le truc. Donc en fonction de XV, et là on doit avoir donc là on va passer un range en termes de X par exemple, on va faire varier X entre 0 et 1. Non, là, parce que je veux dessiner X, la carte X, donc je lui dis que X doit varier entre 0, 1 et 2, comme ça. Et puis Y, pareil, j'évite le 0, je pense que c'est le 0 qui pose des problèmes graphiques. Voilà, là il en veut bien. Voilà, il dessine une carte sérographique en fonction du node, donc c'est la carte des XY dessinée en fonction des X', Y', vous voyez. Ça ne tient pas complètement tout à l'écran, mais... Voilà, et donc j'ai qu'un bout, puisque j'ai fait un range, j'aurais fait prendre les valeurs négatives. Si je découpe en 4 cadrans, j'arriverai à avoir ma carte coordonnée en fonction de l'autre, sur le truc. Donc, mais ce que je voudrais dessiner maintenant, c'est ma sphère dans R3, mes cartes vues dans R3, plongées dans R3. Donc pour ça, je vais utiliser le mapping que j'ai défini, le fil, le plongement. Et donc en fait, je lui dis de dessiner la carte X en fonction des coordonnées cartésiennes X, Y, Z de R3. Mais pour ça, il faut avoir comment je vais dans R3. Donc ça, il faut lui passer à la main le plongement, phi. Après, ça c'est des trucs graphiques, le nombre de valeurs que je veux, label, les couleurs, le machin. Tout. Et je rajoute sur le dessin aussi le point P, qui peut se dessiner en tant que point, hein, pareil, par le mapping. Et à ce moment-là, si je montre le résultat, ça va être ça va être un dessin 3D. Dans R3, voilà. J'ai mes deux coordonnées graphiques, donc en rouge par défaut, il dessine les cartes en rouge. Comme vous voyez, là, j'ai pas spécifié la couleur, c'est du rouge. Et si je veux autre chose, il faut le spécifier. Donc pour le nord, on n'a rien mis depuis le pôle nord, donc ça va être rouge. Et depuis le pôle sud, ça va être vert. Voilà. Donc on obtient ce dessin-là de la carte, des deux cartes, des lignes de coordonnées stéréographiques constantes. Alors on a exclu le pôle Nord, parce que là, on a de plus en plus, ça se resserre, le pôle Nord lui-même devrait être exclu. Donc ça, c'est un exclu, c'est parce qu'il faudrait mettre un max range. On peut raffiner par défaut. Il fait varier les coordonnées entre -8 et +8, je crois, par défaut, pour pas jusqu'à l'infini. Il faudra aller pour des valeurs de XY plus grandes que 8 pour pouvoir s'approcher du pôle Nord. Ici, c'est pour ça qu'il y a un trou, hein, évidemment, mais le trou, normalement, ça devrait être seulement un point. Et vous remarquez peut-être sur cette sphère, il y a le point P là, qui se balade de coordonnées stéréographiques 1, 2, hein, celui qu'on avait défini, là, il est dessiné comme un point. Voilà. Donc ça achève la construction de la variété, et puis on a éventuellement une représentation graphique, on a les deux cartes. Donc maintenant, on va faire des choses, on va commencer à aller vers le calcul tensoriel, c'est quand même le but de ce cours. C'est pas de dessiner des cartes, c'est de faire du calcul tensoriel. Alors, le calcul tensoriel, la première étape, ça va être le calcul sur les scalaires, en fait. Et pour ça, on va voir donc, la notion de champ scalaire. Revenons à notre...
Voilà, la notion de champ scalaire. Alors, je vais d'abord définir ce que j'entends par champ scalaire. Enfin, c'est un peu évident d'après le nom, mais un scalaire, donc c'est qu'on va arriver sur le corps de base, K. C'est une application qui va de la variété vers le corps de base et qui est C infini. Je ne vais pas m'embêter avec des problèmes de différentiabilité, on pourrait généraliser ça, mais par défaut, on va supposer que tout est lisse. Voilà, simplement ça. Alors, la façon dont ça va être représenté dans Sage, c'est par des coordonnées, encore une fois. C'est comme pour le plongement qu'on a vu, là, phi. Ici, on va se donner des représentations coordonnées du point P dans une carte. Et là, on aura des fonctions des coordonnées, mais on aura autant de fonctions de coordonnées qu'on a de cartes sur le domaine. Hein. Voilà. Et j'appelle ça des chart functions, ces fonctions-là, c'est les fonctions des coordonnées, donc, qui vont en fait du codomaine, enfin de l'image d'une carte donnée vers le corps de base. Voilà. Ça, on y viendra ensuite. Donc, on se définit un champ, revenons à notre feuille de calcul, on se définit un champ scalaire, comme ça, à partir de son expression sur deux cartes. Alors là, il y aurait aussi éventuellement un problème de compatibilité. Là, c'était juste pour aller vite, j'ai montré, on se donne sur les deux cartes l'expression du champ, et il faudrait vérifier que c'est compatible. Encore une fois, on pourrait se donner que sur un truc, et... Ah ben peut-être je fais un exemple. Ah oui, je vais vous montrer un exemple. Là, c'est défini à la main où il y a une erreur potentielle. Et je crois que plus tard, je vais vous montrer comment on fait pour être sûr que c'est consistant. Donc là, on définit notre champ scalaire, comme ça. Et voilà, si on lui demande le display de ça, il dit que ça va de la variété vers R. Et sur chaque carte, ça, cette expression-là. Hein. J'ai choisi ces valeurs-là pour avoir des choses bornées, essentiellement, un champ qui soit bien défini. Alors, la représentation interne de ça, donc il y a une classe qui s'appelle diffScalarFit qui va implémenter ça. Mais surtout, ce que je vous montre ici, c'est son attribut principal, qui est encore une fois un dictionnaire Python, où les clés, cette fois-ci, ça va être donc les cartes, et les valeurs, ça va être les représentations coordonnées dans ces différentes cartes. En fait, ça, c'est les function charts qui s'affichent comme ça en montrant leur expression coordonnée. Hein, voilà. Et comme je disais, c'est ce que j'ai mis dans le petit texte ici, on peut se dire, oh mais ça, c'est un peu casse-gueule d'avoir défini en deux morceaux comme ça, c'est peut-être pas compatible sur chacune des cartes, effectivement. La bonne façon de faire, ce serait plutôt ça, donc là c'est ce que... Voilà, c'est le F0 qui est là. Voilà, c'est de faire ce prolongement analytique, en fait. Donc on définit que dans une carte, on définit les champs scalaires sur une seule carte, et après, on va prendre l'expression, donc si on veut l'expression sur la carte V, on va prendre l'intersection de U et de V, qui est ce que j'ai appelé W aussi, là, ici. Et on va dire là-dedans de regarder l'expression dans la sous-carte de XV, là-dessus, et après de faire le prolongement à tout V, hein, par les coordonnées. Voilà, donc c'est ce que fait cette expression, cette fonction-là. Et on peut tester que ce faisant, on obtient bien une fonction identique à la fonction de départ. Donc ça veut dire que c'était cohérent au départ. Voilà. Donc en fait, ce serait plus ça qu'il faudrait faire. Bien. Alors, comme je disais, la représentation interne des champs scalaires, c'est par ce dictionnaire ici express, comme expression. Mais l'interface publique, ça va être par chord function. Donc par exemple, si je fais chord function, ici, ça m'affiche un objet comme ça qui prend des coordonnées et qui leur associe donc une valeur symbolique ici. Pareil, on a chord function sur V, domaine V évidemment ça fait ça. Alors ça c'est des objets, on n'est pas encore au niveau complètement symbolique, là c'est des objets qui ont été introduits dans ce schéma de calcul sur les variétés, qu'on appelle des chart functions. Et en fait c'est eux qui vont contenir les représentations symboliques diverses, soit du SymPy, soit du PINAC, etc. Ça, je vais le montrer tout à l'heure. D'abord, pour juste bien insister la différence entre les chart functions et les champs scalaires. Les chart functions agissent sur les coordonnées. Par exemple, je peux lui demander qu'est-ce que c'est f de 1, 2. Hein, ça prend un 2 et puis ça le met là-dedans et ça me retourne un sixième. Hein, ça paraît, on peut vérifier à la main, mais ça fait 1 plus 4 plus 1, ça fait bien 6. Donc ça, c'est bon. Oui. Quand on fait donc cette continuation, oui. Comment se calculer les limites? Non, alors quand je dis continuation, c'est un bien grand mot. C'est pas tellement au sens mathématique précis. C'est simplement on prend l'expression symbolique
qu'on a trouvée par le calcul sur l'intersection, et on dit que cette expression symbolique, elle est valable dans tout le domaine. Donc là, il a fait, sur l'intersection de U et V, il a transformé les stéréographiques pôle nord en stéréographiques pôle sud. Justement, il y a des divisions par zéro. Et alors, si la fonction, effectivement, là j'ai pris une fonction qui était volontairement bornée sur la sphère, si la fonction de départ diverge, effectivement, l'expression va diverger. Par exemple, si j'avais pris x comme fonction, hein, par exemple, les coordonnées stéréographiques x, elle diverge vers le pôle nord, elle tend vers l'infini au pôle nord. Donc ça veut dire que sur la sphère, c'est pas une fonction bornée, x. Donc là, effectivement, on aurait une fonction divergente. Là, il n'y a pas de contrôle, à ce niveau-là, il n'y a pas de contrôle de ça, effectivement. Enfin, on est au niveau du symbolique, donc... Non, à quoi ça sert finalement de pouvoir continuer si on ne continue pas? Alors, peut-être le mot continuer, c'est un truc, le nom est peut-être malheureux parce que ce n'est pas au sens d'un prolongement analytique, c'est au sens où il prend l'expression symbolique et il étend son domaine de validité en dehors de l'intersection. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a une simplification symbolique qui se fait pour justement enlever les indéterminations qui apparaissent? Non, enfin je crois. Non. C'est la façon brute, elle est simplifiée au sens de la chaîne de simplification dans tous les calculs que je vous ai montrés, enfin j'en ai pas montré encore beaucoup de calculs, il y a des simplifications automatiques qui sont lancées. Dans des versions ultérieures, on mettra un contrôle plus fin, que l'utilisateur ait un contrôle plus fin sur le niveau de simplification. Pour l'instant, il y a quasiment l'équivalent plus ou moins d'un simplify full qui est appelé chaque fois, ce qui fait que les résultats sont assez compacts au niveau des calculs. Là, vous avez vu, par exemple, dans le... Parce que dans ce cas-là, c'est un peu que la carte D devient superflue. Si on dit, voilà, de toute façon, les coordonnées U, c'est quand d'AV, quelque part. Oui, mais après, lui, il sait dire, par exemple, si tu lui demandes si le point S, s'il est dans V, il va te dire non, par exemple. Il sait reconnaître si des points sont sur ce domaine ou pas. Il traite vraiment la variété comme une vraie variété. Hein. Par exemple, là, on peut lui demander N V in... non, pas V, S... bon, j'ai pas introduit le S et le non, mais bon, on pourrait lui demander ça, mais il n'y a pas de... Disons, ce add by continuation, c'est plus une sécurité, disons, au niveau de l'utilisateur pour avoir des changements compatibles, disons, pour ne pas introduire les trucs en deux morceaux. Peut-être le nom n'est pas très heureux, by continuation, c'est vrai que... Bon. Voilà. Est-ce que, tout à l'heure, tu utilisais essentiellement, tu n'utilises que les expressions symboliques. Est-ce qu'on pourrait dire de travailler, par exemple, avec des polynômes ou des fonctions? Oui, alors ça c'est quelque chose qu'on a en tête, notamment on a en tête avec même des valeurs numériques, des expressions purement numériques, c'est-à-dire qui seraient sur des grilles de calcul d'un truc qui aurait été calculé par ailleurs. Ça, c'est une application que j'envisage pour ce qu'on appelle la relativité numérique, c'est-à-dire où on calcule des espaces-temps comme solution des équations d'Einstein, par exemple, sur des supercalculateurs quelque part. Donc les résultats sont purement numériques sur des grilles, vraiment. Et le calcul qui est présenté là pourrait être fait complètement, puisqu'il suffit de faire une interface entre ces chart functions et des méthodes qui appelleraient, si on veut savoir la valeur d'un point, il va interpoler, enfin, comme ça. Donc ça, c'est une étape qu'on a en tête. Donc ça pourrait être des polynômes, moi j'ai en tête plutôt du numérique, mais ça pourrait être des polynômes. Voilà. Voilà. Donc ça pourrait être... Après, il suffit simplement de... moi, je montrerai dans l'exemple de SymPy comment on fait l'interface, enfin, comment, je montrerai brièvement. Et voilà. Donc, revenons à nos champs scalaires. Le étoile XU de P. Ah oui, alors là, c'est déjà pour dire ça, je prends P. XU, je prends les coordonnées de P. Donc ça me retourne 1, 2 normalement. Et le étoile, c'est juste du Python, c'est pour dire qu'en fait, je ne veux pas la paire 1, 2, mais je veux séparer chaque élément de la paire pour le mettre comme argument de FU. Hein. Si je mettais ça, j'aurais une erreur. Voilà. On éclate la paire. Alors que... Donc ça, c'est les chart functions agissent sur des coordonnées, alors que les champs scalaires f lui-même, il agit directement sur un point. Là, si je fais f de 1, 2, il ne va pas comprendre, il va me mettre une erreur. Voilà, alors là, c'est ce que j'expliquais. Maintenant, on va voir un peu le détail de comment c'est fait, qu'est-ce que c'est, pourquoi on pourrait mettre des polynômes ou des trucs numériques, par exemple. C'est que si je demande cette chart function, elle a aussi un membre express, qui est aussi un dictionnaire. Et ce dictionnaire, il retourne cette fois-ci des expressions symboliques ou autres
en fonction d'une méthode. Alors là, par défaut, il n'y a que le symbolique de sage, si on ne fait rien d'autre, si on n'a pas demandé autre chose. Pour l'instant, je n'ai pas demandé de SymPy, par exemple, donc c'est normal, je n'ai pas de SymPy, il ne fait pas tout ce qui est possible. Pour l'instant, on a implémenté, en fait, il n'y a que ces deux possibilités-là, soit le symbolique. Alors, le symbolique de sage, c'est passe par un truc qui s'appelle PyNac, qui appelle un truc en C++ qui appelle JNac, mais il y a aussi Maxima qui est utilisé dans le symbolique de sage pour les simplifications, mais le calcul lui-même est réalisé par PyNac. Et tout ça, c'est représenté en sage par ce qu'on appelle le symbolic ring, l'anneau symbolique, qui est le parent de toutes les expressions symboliques, en fait, du point de vue de sage. Et donc, ça sera abrégé chaque fois par SR. Voilà. On va voir comment on change. Donc là, c'est juste pour dire comment on accède directement à cette expression, si je la voulais, hein, cette expression, expr. Et son type, je devrais avoir un type symbolique de sage, qui est la classe expression de sage, c'est-à-dire c'est les éléments de l'anneau symbolique ici. On aurait pu préciser la méthode. La méthode par défaut, si je précise rien, il va me retourner dans SR. Mais voilà, maintenant ce qui va être intéressant, c'est de lui demander l'expression dans SymPy. Maintenant, je vais utiliser SymPy, par exemple. Je vais voir ce que ça dit dans SymPy. Et bien voilà, il fait une traduction vers un objet SymPy, comme on peut le vérifier. Vous voyez que l'affichage, déjà au niveau de l'affichage, on voit que ce n'est pas aussi joli qu'avant. On peut le faire plus joli, c'est volontaire, comme ça on distingue vraiment le SymPy. SymPy note les puissances par la notation Python usuelle, alors que ça, j'utilise le caret. Voilà. On a bien un objet SymPy, vous voyez, ça appartient à la classe SymPy, Core, Power, il considère que c'est une puissance -1, etc. Bon, et du coup, ça a mis à jour le dictionnaire des expressions. Maintenant, dans mon dictionnaire d'expressions, j'ai deux valeurs. J'ai la valeur sage et la valeur SymPy. Hein, ouais. Et je peux passer d'une à l'autre suivant le calcul. Et par exemple, si je veux faire des calculs en SymPy, c'est non seulement qu'il m'affiche le SymPy, mais maintenant, parce que je pense que SymPy, par exemple, pour tel calcul est plus efficace, ben, j'ai une dit de calcul en SymPy. J'ai une fonction setCalculsMethod sur la carte ici. Je pourrais le faire sur toute la variété. Par exemple, si j'ai envie, je peux mettre M ici, la variété, on peut mettre juste une carte, un ouvert, ce qu'on veut. Et tout le calcul qui sera sur ce truc-là sera fait avec SymPy jusqu'à nouvel ordre. Hein, c'est ça. Donc là, il y a setCalculsMethod SymPy. Et par exemple, si je lui demande d'afficher quelque chose, eh bien, il me l'affiche comme ça. Si je fais du calcul dessus, c'est le bas. Par exemple, je vais faire un calcul, je vais faire 1 plus, je vais faire S, je fais FU plus 1, un truc comme ça, un petit calcul, 2 que multiplie FU plus 1, je fais un petit calcul là-dessus. Bon, il m'a calculé. Si je lui demande d'afficher S, bon, il m'affiche. Ah oui, par défaut, il doit afficher le truc S. Ah oui, ça aurait été plus intéressant. Je vais recommencer le truc. Je vais faire Express. Comme ça, on va afficher directement le dictionnaire. Vous voyez, il a calculé que en SymPy, parce que comme j'ai fait ça, dans son dictionnaire d'expression, il n'y a que le SymPy, il n'y a pas le sage. Il a fait le calcul. Et il a utilisé vraiment SymPy pour faire le calcul. Voilà. Et si on voulait, on pourrait lui faire afficher, utiliser LaTeX pour faire afficher le SymPy, il suffirait de taper ces commandes-là. Donc revenons maintenant au calcul avec sage. Donc là, on va calculer avec sage. Du SymPy. Bon, ça c'est juste pour dire qu'on pouvait accéder à ces expressions directement depuis le champ scalaire. Voilà. SymPy développe toujours toutes les fractions rationnelles ? Ouais, ça doit y avoir un simplify de SymPy ici, et il développe, oui, il l'a mis sous cette forme-là. Comme sage d'ailleurs, si maintenant, si je refais la même opération en sage, cette fois-ci, donc je fais le même truc, comme je suis revenu là. Si je refais le même truc ici, et si je lui demande d'afficher ce qu'il a calculé. Donc maintenant je suis au niveau de SR, donc c'est la même expression en fait, il a fait la même simplification. Voilà. Donc maintenant, on va en venir, pour les 10 minutes qui restent, à un concept important, oui, parce que ça va être la base du calcul tensoriel. Parce que ça va être la base des modules, en fait. C'est l'anneau, enfin plus précisément l'algèbre des fonctions des champs scalaires. Alors cette algèbre des champs scalaires, hop, je vais peut-être mettre
Cette algèbre des champs scalaires, on va la voir là. Donc si on prend l'ensemble de tous les champs scalaires sur la variété, encore une fois j'ai supposé que tout était infini. Par définition, les champs scalaires sont définis partout, c'est ça, il n'y a pas de point d'intermédiation. Oui, ils sont définis sur toute la variété. Alors ça pourrait être, en ce moment on peut remplacer le M par un U, un ouvert, on peut considérer le champ scalaire défini que sur un ouvert, hein, c'est tout à fait possible, puisque tous les ouverts de la variété sont considérés comme des variétés elles-mêmes, donc toutes ces fonctions-là on peut les appeler que sur U, que sur V, que sur M, etc. Donc, cet ensemble de tous les champs scalaires, c'est évidemment un espace vectoriel sur le corps de base. On peut additionner deux champs scalaires, les multiplier par un réel, etc. Mais c'est aussi, ça a aussi une structure d'anneau commutatif par la multiplication point à point. C'est-à-dire que la multiplication de deux champs scalaires, c'est évidemment la multiplication de ces deux champs scalaires au point considéré. Enfin, voilà. Donc, voilà. Donc je pense que c'est à peu près clair. Et à ce moment-là, c'est implémenté comme ça, les champs scalaires, voilà le schéma d'implémentation. Du côté élément, c'est la classe scalar field qu'on vient de voir, là, qui manipule les champs scalaires, avec plus précisément ce qu'on a vu, nous c'est diff scalar field, parce qu'on est au niveau différentiel, ici. Et le parent correspondant, ça s'appelle scalar field algebra, et plus précisément, dans notre cas, diff scalar field algebra, qui est un classe parent, encore une fois. Ouais. Et voilà, donc... je reviens à ma feuille de calcul. Tac. Donc, comment on récupère cette algèbre? Eh bien, on a une commande, encore une fois. On pourrait faire m.tab, voir ce qui nous retournerait ça. Ça s'appelle scalar field algebra. Et si je lui demande ça, eh bien, il va me retourner, voilà, un truc et ça. Si on demande quelle est la catégorie de cette bête-là, c'est une algèbre commutative. Alors là, sur SR, parce qu'en fait, comme on n'a pas de représentation de R dans Sage, représentation abstraite, j'entends. Là, cette fois-ci, il a pris SR, c'est-à-dire l'anneau symbolique comme une espèce de proxy, en quelque sorte, pour R. Mais c'est pas très utilisé, il fallait un corps. Bon. C'est pas bon. Voilà. Ce qui est important, c'est que ce soit une algèbre commutative. Encore une fois, la classe qui est vraiment créée, c'est diff scalar field algebra WEF catégorie. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, ce mécanisme des catégories dans Sage, ça permet d'ajouter de manière dynamique à la création des objets des fonctionnalités supplémentaires à votre objet qui viennent des catégories, qui ont déjà été implémentées par la personne qui a implémenté les algèbres commutatives, typiquement. La catégorie des algèbres commutatives. Et là, je vous montre un exemple qui est trivial, certes, mais un exemple, c'est cette fonction is commutative. Cette fonction, c'est pas quand on a écrit la classe diff scalar field pour les champs scalaires, pour l'algèbre des champs scalaires sur une variété, on n'a pas créé cette fonction. Elle a été créée en fait au niveau des catégories. Alors cette fonction, elle est triviale parce qu'évidemment là, il va répondre true, hein, puisque c'est une algèbre commutative. Et pour vérifier que ça a bien été créé au niveau des catégories, on peut demander quel est le code de cette fonction. Alors pour avoir le code dans Sage, je vous ai montré tout à l'heure le simple point d'interrogation, le double point d'interrogation, simple point d'interrogation, ça renvoie la documentation, mais le double point d'interrogation, ça renvoie aussi le code, puisque c'est open source. Et là, on a le code de cette fonction, vous voyez, c'est du code Python, def is commutative. Et surtout, ce qui est intéressant pour le propos ici, c'est de regarder où est-ce qu'il est défini ce code. Eh bien, il est défini dans la partie catégorie de Sage. Et même sur les magmas, en fait, c'est défini pour tous les magmas. Et puisqu'on est dans la catégorie des magmas commutatifs, c'est un code trivial, il fait return true. Hein, bon, le code en lui-même n'est pas très intéressant, mais pour vous dire que c'est un exemple de fonctionnalité qui a été ajouté par la couche catégorie de Sage, puisqu'on a déclaré notre algèbre dans la catégorie des algèbres commutatives. Voilà. Bon. Donc on peut lui demander par vérifier des choses triviales. Est-ce que F appartient à cette algèbre, le champ scalaire qu'on avait défini précédemment, évidemment. Non seulement ça appartient, mais son parent au sens de Sage, c'est l'algèbre elle-même. Et dans cette algèbre, on peut lui demander, lui poser des questions. Par exemple, quel est ton zéro? Le zéro de cette algèbre, c'est un champ scalaire qui vaut 0 sur toute la variété. Hein, c'est un champ scalaire constant. Quel est ton élément unité? Eh bien, c'est un champ scalaire qui vaut 1 partout. Ouais. Tu as d'abord défini F. Oui. Puis tu as défini... Alors, effectivement, quand j'ai fait cette commande-là, je ne l'ai pas définie, là, j'ai récupéré en fait l'algèbre. C'est-à-dire que, je vais vous montrer, revenons à la définition de F, c'est une bonne question. Effectivement, j'ai défini F comme ça. Et cette commande-là,
Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été voir, est-ce que l'algèbre existe déjà? Le parent, il commence toujours par construire les parents avec les éléments. Comme l'algèbre, j'en avais pas encore eu besoin, il ne l'avait pas construite, il construit qu'en fonction des besoins. Et à ce moment-là, il a été construire l'algèbre et il m'a retourné un élément qui est l'élément correspondant à mes spécifications. Et quand je fais la commande ici, scalar field algebra, simplement, il a vu qu'elle existait déjà, elle est unique, et là, il me l'a simplement retourné comme objet Python. Hein. Voilà. Oui, maintenant on va examiner pour finir, oui, dans les quelques minutes qui restent, 1 minute. On finira peut-être demain matin alors. Mais... C'était 4 minutes, mais c'était dire qu'on peut... Ah, d'accord, c'est pas 1 minute, d'accord, ok, je comprends. C'est le. Ok. D'accord, j'avais compris. Merci. Là, on va faire une opération, je vais vous montrer comment ça marche. Maintenant, le calcul, on va rentrer dans l'aspect vraiment calcul avec ces objets. Là, je vais faire une addition de 2 champs scalaires. J'ai mon champ scalaire f que j'avais défini précédemment, et je veux lui afficher l'unité, hein, le 2 fois CM1, là que j'ai vu. Donc le CM1, c'est celui-là, c'est trivial, champ constant égal à 1. Et si on voulait juste écrire f plus 2 ? Oui, on pourrait, mais ça on va le voir par la suite. Tu as devancé, l'exemple arrive après. F plus 2, il va faire ce qu'on appelle une coercition, ou coercion en anglais. Il va transformer le 2 en un champ constant de valeur 2 sur la sphère, et ensuite il va faire l'addition. Mais ça, je vais montrer d'abord l'exemple le plus simple, quand on a 2 objets du même type, 2 champs scalaires, 2 vrais champs scalaires, on va dire. Et donc ça, il le fait sans brancher, évidemment, il a additionné, vous pouvez vérifier, il y a eu des simplifications de fait, il a réduit au même dénominateur, il a additionné 2, bon. On peut demander la valeur au point P. Pour F, rappelez-vous, ça faisait 1/6, donc là ça fait 1/6 plus 2, apparemment ça fait 13/6, ça doit être vrai. Hein. Et alors, si on veut voir ce qu'il fait... Est-ce que, au final, et si tu n'avais pas mis point display, là, tu fais juste H, qu'est-ce qu'il dit? Ah, et H, il va me dire, faisons-le. Je vais le faire dans une cellule en dessous. Hop. Il va m'afficher par son symbole latex s'il en a un. Sinon, il va me dire en toutes lettres. Ce que c'est, comme je n'ai pas défini de symbole latex, il me dit c'est un scalar field sur la variété. Si je voulais qu'il me l'affiche de manière un peu plus heureuse, d'ailleurs, vous voyez qu'il n'a pas mis de H ici à gauche, là, parce qu'il ne connaît pas. Je peux faire H setName H, je lui donne un petit nom. Donc maintenant, si je lui donne un petit nom et que je lui redemande ce que c'est que H, il va m'afficher simplement H. Il faudrait faire print H pour avoir l'information scalar field, à nouveau. Si je voulais avoir la même information que précédemment, je ferais print H. Là, il me dirait que c'est un scalar field. Et maintenant, si je fais un H display, comme je lui ai donné un petit nom, le H, ça va apparaître dans le display, évidemment. C'est-à-dire que maintenant, il me met H ici. Hein, voilà. Donc, voilà, revenons à notre opération algébrique. Ici, alors, il y en a 2, il y a une multiplication et il y a une addition. Mais je vais vous montrer comment se fait l'addition, par exemple. Ce plus-là, pour Python, en fait, quand il voit ça, Python, en fait, il va transformer ça en un f-add, c'est-à-dire, c'est ce que j'ai écrit là. Le plus, il va dire que c'est en fait f, c'est un opérateur qu'on appelle magique parfois avec un double underscore, add. Pour lui, c'est cette fonction-là, c'est une méthode toujours appelée sur f de add. Donc si on veut voir ce que ça fait, l'addition, eh bien, il faut regarder ce que ça fait ça. Donc encore une fois, on utilise le double point d'interrogation pour accéder au code source. Et là, on voit qu'on est à un très haut niveau, on a une fonction add qui est définie au top level element. Vous voyez, c'est défini dans ce fichier, sage structure élément. Donc c'est un opérateur qui est défini pour tous les éléments dont on hérite. Donc c'est quelque chose de très général. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait, ce truc-là? Eh bien, alors il y a des exemples, et le code lui-même, il arrive là, voilà. Il regarde si le membre de gauche, donc son truc, il rentre left, ça va être f dans ce cas-là. Il prend 2 arguments en fait. Left, ça va être f, et right, ça va être le 2 fois 1. Hein, ça va être le champ qu'on veut additionner. Eh bien, s'ils ont le même parent, ce qui est le cas ici, il va appeler sur left, c'est-à-dire sur f, il va appeler une fonction add, mais avec un seul underscore cette fois-ci. Hein, c'est ça le mécanisme. Et on verra le deuxième cas après. Alors, comme on a vu qu'il appelait f-add, alors cette fois-ci, qu'est-ce que c'est que ce f-add avec un seul underscore? En fait, c'est lui qui va faire la vraie addition au niveau champ scalaire. Donc on est passé par ce mécanisme très général au niveau des éléments. Et là, on a un f-add qui est implémenté, lui, si on regarde la source du fichier, il est implémenté au niveau des variétés. Donc c'est vraiment ça qui a été implémenté pour faire l'addition, c'est lui qui va faire l'addition. Et pour faire cette addition, qu'est-ce qu'il fait? Je vais juste m'arrêter là, enfin je vais finir cette addition-là et puis on continue demain.
Voilà, pour juste définir ce code-là, puisqu'on est dans le code là. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il traite des cas triviaux au début. Si on est 0, alors il retourne simplement une copie de ce qui arrive. Donc là, il fait add avec over. Hein. Là, c'est plus left, right, c'est self over. Bon. Il pourrait. Ouais, il n'y a pas de raison fondamentale. Bon. Mais dans les cas génériques, où c'est pas trivial, alors il va chercher des cartes communes. Il y a un outil de recherche de cartes communes. Et s'il ne trouve pas de carte commune, il dit « Ah, je ne vais pas pouvoir faire l'addition, je n'ai pas de carte commune sur ces champs scalaires. » Ça veut dire que tout n'a pas été bien défini. Par contre, si c'est une carte commune, il crée un résultat à partir du parent commun. L'avantage de ce mécanisme de passer d'abord par le add avec double underscore, il assure, quand on arrive dans le add avec simple underscore, que le parent des deux objets est bien commun. Donc on peut y aller tranquille, ce n'est pas un objet bizarre qu'il faut d'abord traduire. Là, on a vraiment deux champs scalaires, donc on peut y aller, ils ont tous les deux des expressions sur des cartes, etc. Et donc on recherche cette carte, et après, sur toutes les cartes communes, on fait une boucle, et on fait l'addition carte par carte. Vous voyez, là, il y a une addition qui est ici, en fait, qui est l'expression dans cette carte, plus l'expression de cette carte. Et puis après, c'est juste la fin, on met des noms LaTeX éventuellement, et on retourne le résultat. Voilà. Donc je vais m'arrêter là, on finira peut-être demain, juste voir comment se fait cette recherche des cartes communes et vraiment se fait cette addition, mais c'est ça le principe de rester au niveau des cartes. Voilà. Donc on va s'arrêter là aujourd'hui, donc demain on finira cette addition pour voir vraiment le détail de l'opération algébrique, et on verra comment ces champs scalaires, et surtout cette algèbre des champs scalaires est utilisée pour le calcul tensoriel sur la variété. Voilà, c'est ça l'objet du cours de demain. Est-ce qu'on peut définir des cartes qui ne sont pas surjectives? Je ne sais pas ce que tu entends par là. Tu peux définir des sous-cartes. Ah oui, surjective, c'est-à-dire que c'est toujours le domaine de la carte. La carte, par définition, c'est un homéomorphisme, donc c'est bijectif, une carte. Mais sur un ouvert de Rn. Ah oui, sur un ouvert de Rn, bien sûr. Alors oui, effectivement, dans l'exemple que j'ai montré ici, c'est pas le cas, puisqu'on va, c'est surjectif, pardon, je vois ce que tu veux dire. Les deux cartes sérographiques, l'image, c'est R2 dans les deux cas. Par contre, tu as d'autres types de cartes, par exemple les cartes des coordonnées sphériques, typiquement θ-phi, par exemple l'image de phi, c'est simplement 0 de pi. Donc ça, c'est tout à fait possible, c'est dans l'argument de chart, tu lui passes le range de tes coordonnées. Et tu peux même avoir des restrictions, tu peux lui passer le range, et si c'est plus compliqué qu'un simple range, tu as une expression coordonnée, ça peut être une expression symbolique, par exemple x2 plus y2 supérieur à 1, si tu veux être en dehors d'un disque, par exemple, des trucs comme ça. Tu peux lui donner des conditions comme ça sur tes cartes. Remarquez, ça peut limiter les gens par 0. Voilà, ça peut. Définir. Oui, complètement. Non, c'est prévu. Et XPF, ici. Comment? Si je veux faire XPF. L'exponentielle de f. Ah oui, tu peux le faire. C'est défini, l'exponentielle des champs scalaires. Toutes les opérations élémentaires sont définies. Si je fais S égale exp de f, hop, il ne branche pas. Et si je demande ce que c'est, je peux faire un display tout de suite on verra ce que c'est. Display. Parce que qu'est-ce que ça veut dire algèbre du coup il y a des expressions qui sont définies ici. Qu'est-ce qu'il y a Oui, alors il va retourner un champ scalaire, il retourne un élément de l'algèbre. Mais pour le calculer, il a pris l'exponentielle, donc c'est une opération non algébrique, au sens d'une algèbre, et il a bien calculé l'exponentielle dans chaque carte. Hein, oui, bon. Je pourrais prendre le cosinus, pareil, machin, toutes les opérations standards sont définies. Marc a une question. J'ai une question qui n'est pas directement très technique de l'exposer, mais plutôt qu'est-ce qui a fait qu'en tant que physicien tu t'es retrouvé à faire ça? C'est parce que moi, mon domaine, c'est la relativité générale, donc c'est des calculs avec typiquement tenseurs de courbure, des choses comme ça dans des espaces-temps, des espaces-temps de trous noirs, typiquement. Mon domaine de travail, c'est plutôt les trous noirs. Donc, souvent, c'est des calculs fastidieux. Au début, j'avais utilisé Mathematica, mais ça ne me convenait pas tellement. Et puis, j'ai entendu parler de Sage, et donc je me suis mis à utiliser Sage, et voilà, c'est ça la motivation.
Et là, je travaille par exemple aussi en ce moment avec des collègues sur des espaces-temps de dimensions assez grandes, 5, 6, pour des histoires de correspondance à des SCFT, des choses comme ça. Donc c'est des espaces-temps où, comme la dimension est grande, si les calculs sont fastidieux, et c'est des choses qui ne seraient pas faisables à la main du tout. Je pourrais vous en montrer là, des exemples de trous noirs. Si vous allez sur la page Sage Manifold, il y a donc c'est juste pour répondre à la question. Tac, tac, tac. La page là, si vous allez sur cette page là, là il y a un truc exemple et là vous en avez plein des exemples. Il y a des variétés de dimension 3, donc ça c'est des exemples plutôt mathématiques. Voilà, Black Hole Spacetimes, il y a tout ça, mais il y en a plein d'autres ailleurs. Là, des exemples de trous noirs, il y en a beaucoup. Il y a des exemples dans d'autres domaines. Et chacun de ces exemples, c'est des... Voilà, c'est des... Par exemple, si vous voulez un diagramme de Carter-Penrose, hop, Paul est là. Et ça vous montre, voilà, on doit voir un truc pour dessiner un cadre, voilà, des choses comme ça. À la fin, il doit y avoir le diagramme ici, voilà, ce qu'on appelle, c'est très utilisé par les relativistes, ce qu'on appelle des diagrammes de Carter-Penrose pour décrire des trous noirs avec les horizons, etc. Donc ça, il y a beaucoup d'exemples sur la page de Sage Manifold. Par Gourmandise, on va encore prendre 3 questions. Alors moi j'avais une question, mais ça a partiellement répondu. Est-ce que vous avez implémenté des variétés standards, je ne sais pas, des variétés rationnelles ou non, c'est possible, tu peux définir une variété sur Q, tu veux dire, c'est ça? Non, avec des transitions... Ah oui, qui soit rationnel. Et alors, à ce moment-là, il suffirait d'implémenter, il faudrait fabriquer un petit anneau dans Sage, un petit anneau, si ça n'existe pas déjà, des fonctions qui t'intéressent, et de dire qu'en fait, les chart functions, ajouter dans les chart functions, dans le dictionnaire, là, une représentation sur ce truc-là. Et ce qu'il faut, c'est que si c'est au niveau d'un anneau, toutes les opérations sont déjà définies. Tu peux ajouter après, si tu veux, des choses, des fonctions comme l'exponentielle, le cosinus, mais là, tu sors sans doute de ton domaine d'application, donc c'est peut-être pas la peine. Simplement, tu pourras pas calculer l'exponentielle de f, là, comme on vient de le voir, si tu n'as pas prévu de le faire au niveau de ton truc. Mais l'idée, c'est de pouvoir brancher ça directement. Donc, là, pour l'instant, c'est encore en cours de développement. On a vu déjà, on s'est fait la main avec SymPy, on a vu tout ce qu'il fallait implémenter et tout ça. Donc, ça marche pour SymPy. Et du coup, on fera une liste exhaustive des méthodes qu'il faut implémenter dans ta classe, dans ton petit anneau. Et une fois que tu as implémenté ça, normalement, ça pourrait être branché directement et utilisé pour le calcul. Du coup, vous n'avez pas fait de procédure automatique, par exemple, pour faire des éclatements ponctuels ou selon des sous-variétés ou des choses comme ça? Non, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités de ce type-là. C'est vraiment des fonctionnalités en vue du calcul tensoriel, comme je vais montrer demain. Voilà. Mais après, encore une fois, c'est un projet Sage, c'est un projet ouvert, donc toutes les bonnes volontés sont bienvenues. Si vous voulez implémenter certaines fonctionnalités parce qu'elles vous intéressent pour vos calculs à vous sur les variétés, évidemment, c'est bienvenu. Il y a une page, sur la page Sage Manifold, il y a une page, si vous n'êtes pas très familier avec le développement dans Sage, il y a une espèce de page qui s'appelle Contribute. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas. Là. Ah, c'est peut-être un problème de... On va écouter la question de Bruno, tu nous montres ça. Voilà, Contribute. Ma question, c'est... Bon, je veux dire que c'est la première fois que je vois une démo de Sage, je suis vraiment convaincu. Mais à part ça... Je comprends ton discours de dire que les calculs sont fastidieux et donc ça donne un... Et est-ce que tu as des problèmes d'efficacité aussi? Oui, alors pour ça on a parallélisé une partie, enfin il y a tous les calculs typiquement tensoriels où tu calcules en parallèle sur plusieurs composantes, des composantes de tenseur Neumann. Ça c'est parallélisé au niveau multiprocessing, c'est-à-dire c'est parallélisé sur autant de frais de cœur que tu peux avoir sur ta machine. Donc ça marche bien, c'est une parallélisation assez efficace. Mais c'est pas paralysé plus que ça, c'est-à-dire que c'est vraiment au niveau multifred. Et là, le gros des problèmes d'efficacité, c'est les simplifications. Là-dedans, dans ces calculs-là, ce qui prend du temps, c'est pas le calcul lui-même, hein, encore une fois, c'est ni même les conversions, quand même des conversions types, des choses comme ça, le passage par toutes ces structures de Sage, des fois qui sont un peu compliquées avec ces hiérarchies au niveau des parents, etc. Ça, c'est complètement négligeable. Ce qui prend vraiment le gros du temps, c'est les simplifications, qui pour l'instant sont faites par Maxima, qui sont faites
Alors pour SymPy, on a pris les simplifications par défaut dans SymPy, mais pour l'instant on n'a pas mis encore de mécanisme. Par exemple, quand je disais tout à l'heure qu'on spécifie, par exemple pour une carte, comme on peut spécifier que la carte n'est pas surjective sur le domaine d'arrivée, mais seulement sur une partie, donc ça peut induire des simplifications. Par exemple, si une des variables est toujours positive, ben, vous pouvez l'utiliser pour des simplifications. Donc cette information-là, elle est passée au niveau sage. À un moment donné, on déclare que X est positif, par exemple, donc c'est un assume dans Sage. Et pour l'instant, on n'a pas encore écrit de mécanisme pour passer ça dans SymPy. Ça doit être possible, enfin j'imagine, c'est simplement que ça n'a pas été fait parce que c'est en cours de développement, c'est une interface SymPy. Et donc, à ce moment-là, SymPy pourra utiliser lui aussi cette information si on fait le calcul au niveau SymPy pour faire spécifique. Mais ça, c'est ce qui prend le plus de temps. Dans tous les calculs, c'est... Ouais. Est-ce que vous avez travaillé sur l'extension fibrée vectorielle, enfin fibrée ou groupe de Lie? Non. Alors, groupe de Lie, on en a parlé plusieurs fois. Pour l'instant, il y a à ce niveau-là, ça serait groupe de Lie. Faut voir, tout ça, c'est du calcul sur des cartes. Et souvent, pour les groupes de Lie, c'est pas très utile ce genre de point de vue. Mais on pourrait imaginer, effectivement, étendre ça au groupe de Lie. Après, encore une fois, c'est suivant les applications qu'on peut envisager. Merci notre et sur le fibré, sur les fibrés vectorielles? Non, pour l'instant, il n'y a pas même la notion de fibré qui pourrait être implémentée. Je veux dire, c'est du travail, tout ça, on pourrait effectivement introduire vraiment dans quelque chose qu'on pense faire plus tard. Vraiment la notion de fibré, maintenant qu'on a les variétés, ça semble assez naturel.